C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagés entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce nouvel épisode de Dédale, nous recevons Sophie Galibert, réalisatrice du film Cherry, sorti aux États-Unis en avril 2023 et en 2024 en France sur la plateforme Filmo TV. Après un BTS Images en Vendée, Sophie se retrouve très vite à cadrer pour la chaîne Direct 8, où elle y découvrira le métier de GRI. Si l'expérience ne lui réussit pas, Sophie souhaite compléter ses connaissances en termes de réalisation en passant par des études dans la filière production. Elle y apprendra notamment la comptabilité et les circuits de financement. Elle se sent prête alors pour réaliser son premier court-métrage, Crevette, qu'elle autoproduit. Après plusieurs réalisations sans conséquences dans sa carrière, Sophie tourne en rond et décide, sur un coup de tête, de déménager à la Mecque du cinéma, Hollywood. Travaillant dans une boulangerie française, Sophie écrit son futur long-métrage semi-autobiographique pendant ses temps libres. Et après avoir rassemblé un budget inférieur à 100 000 $, Sophie décide de précipiter son tournage malgré les protocoles Covid contraignants et les feux de forêt aux portes de la ville. Sophie n'aura que 13 jours pour boucler son tournage. Après avoir remonté le film plusieurs fois et refait une partie de la post-production son, la détermination de Sophie finira par payer puisqu'elle remportera le prix du public au festival de Tribeca. Écoutons l'histoire de Cherry. Bon, salut Flav. Salut Jules. Salut Sophie. Salut Flav, salut Jules. On te reçoit pour Cherry. Je fais le pitch rapidos. À Los Angeles, une jeune femme de 25 ans désœuvrée découvre qu'elle n'a que 24 heures pour prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie, à savoir ce qu'elle doit faire d'une grossesse imprévue. Ça te va ? C'est le pitch qu'on retrouve partout. Ouais. Je pense que la traduction désœuvrée, ça va être une traduction un peu littérale. Ouais, c'est ça. Je sais plus quel mot. Moi, j'ai tiqué sur ce mot. Alors, je sais pas si... Moi, j'aurais pas mis ce mot-là, en vérité. Non, je suis d'accord. Non plus. Mais je l'ai vu partout, ce mot. Alors autant la grossesse, parfois il y a écrit non désiré, parfois imprévu, mais ça change. Ouais, ça va. Mais de vrai, j'étais pas trop d'accord. Mais bon, bref. En fait, je sais plus c'est le synopsis en anglais. Je sais plus c'est quoi le mot. Mais il y a un mot cool. Enfin, les Anglais ont... Pour dire quoi, qu'elle est un peu hors sol. Ouais, elle est un peu... pas un peu paumée, mais quand t'es paumé, t'es pas désœuvré. Tu peux être un peu paumé dans ta vie quand t'as une vingtaine d'années. Pas Lost. Je sais plus, tu me prends de cours là, je sais plus ce qu'on avait mis sur synopsis. Mais ça sonne toujours mieux en anglais. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que t'as beau traduire le truc en français, ça fait toujours un peu... Alors qu'en anglais, il y a les mots ont une résonance qui sont... On fait ce qu'on peut. Ouais, non, mais très bien ton pitch. Alors, le film sort en 2022 et on imagine que t'as dû traverser le Covid. Donc, on va parler de tout ça. Et voilà, dans ton parcours, ce qui nous a aussi intéressé, c'est le fait que tu es parti aux États-Unis. Donc, tu disais tout à l'heure que tu es parti il y a 7 ans. Donc, ça nous intéresse un peu aussi de voir tes yeux, toi, de petite Frenchie, installée là-bas. Donc, on va en discuter. D'où tu viens ? Très simple, toujours les mêmes questions. D'où tu viens et quelles études tu as fait ? Ok, j'avoue, c'est très simple, c'est genre, raconte-nous tes 30 dernières années. Alors moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne, dans le département le plus plat de France, et aussi le département le plus grand d'Île-de-France, voilà, infoculture, où il n'y a pas du tout d'aide au cinéma. Donc moi, j'ai eu la chance quand même j'imagine de voir des films quand j'étais enfant, mais c'est vrai que... C'est quoi le département ? Seine-et-marne. Pardon, la ville, excuse-moi. Non, mais c'est un petit village, tu vois. Ah d'accord, okay. Bon, c'est vraiment méga paumé. C'est tabou. Non, c'est un petit village. Non, mais je suis très contente d'avoir grandi là. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément un département qui porte énormément le cinéma. Et c'est vrai que après quand j'ai eu plein de potes, je voyais que toutes les régions soutenaient. Donc en fait, si t'habitais en Bretagne, tu peux avoir des aides et tout. Moi, c'était pas trop le cas. Non, mais on va dire l'envie de faire du cinéma, t'es venue quand ? Je pense que tous les matins. J'avais, tu sais, les petits, je sais pas si vous aviez ça, des réveils qui lancent la radio, tu sais, pour te réveiller des petits cubes, bref. Et je sais pas pourquoi j'écoutais Chants de France à l'époque, toujours d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que toutes les chansons françaises racontent des histoires. Donc je pense tous les matins, je me suis réveillée en écoutant ces chansons françaises qui racontent toujours une histoire. Et donc je pense, envie de raconter aussi des histoires. Et quand tu vois un film et que ça te transporte, et que tu oublies où t'es,
Enfin, tu voyages en fait, tu disparais. En fait, c'est une bonne manière de disparaître, je trouve, de regarder un film. Je me dis c'est trop cool, je veux trop faire ça. Voilà, je crois que c'est cette envie-là en fait. Donc très vite après le lycée, tu t'es dit ok, il faut que j'y aille, que je fasse des études pour, ou est-ce que t'es parti pas en autodidacte? forcément. En fait, c'est vrai que moi j'ai des potes qui depuis qui ont 10 ans on va être réalisateur et faire des films. Moi c'est pas trop ça. J'ai un peu ça s'est un peu développé comme ça. C'est un peu en faisant. Parce que j'ai fait un bac caisse en mode laboratoire de chimie et j'étais mais c'est pas, enfin pitié, je veux pas finir dans un laboratoire. Et donc j'ai rapidement du coup dérivé vers un BTS audiovisuel. Je suis partie à Montaigu, c'était trop bien. Ah oui. C'est un BTS public, il y en a pas beaucoup en France. Option image, peut-être. Option image. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas, il y a 5 options en BTS: image, son, exploitation, production et t'as dit montage. Et montage. Ouais. Et donc ouais, c'était option image. Et c'est vrai que c'était génial parce que j'étais entourée de gens ultra passionnés. On était dans des petites promos. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me dis ok, on peut en faire un métier et on peut rencontrer des gens qui sont aussi passionnés et aussi passionnants. Et jusqu'à présent, je pense que j'avais pas rencontré ces gens-là dans ma Seine-et-Marne, on va dire. J'étais un peu isolée de ce monde-là. Mes parents, ils viennent pas du tout du milieu. Au contraire, tu leur dis je travaille dans le cinéma. Eux, ils sont là. Tu veux pas plutôt travailler dans une banque? Du coup, de voir qu'il y avait d'autres jeunes de mon âge qui en voulaient en fait, c'était vraiment cool. Donc alors, tu finis ton BTS. Et que se passe-t-il ensuite? Je fais plein de choses. Je travaille en télé. J'ai bossé au début de Direct 8. J'étais cadreuse, plateau. Ouais. À l'époque où il y avait des caméras dans les couloirs, c'était une chaîne qui était en live constant. Et donc, j'ai fait du CAD, j'ai fait du GRI, j'ai passé le concours de la FEMIS en script. J'ai fait aussi un peu chef-op sur des cours. Enfin, j'ai vu plein de trucs. Et je me suis rendu compte que c'était quand même le cinéma que je voulais faire. Enfin, donc, je suis repartie faire une formation en production parce que je me dis que ça serait un moyen pour pouvoir vraiment enfin mettre un pied dans le cinéma. Et du coup, je suis retournée au Gobelin faire une licence pro en gestion de production qui a été en alternance. Donc, très vite, j'ai appris et travaillé. Donc, c'était une année hyper formatrice parce que on avait des cours. En gros, on apprenait à faire des devis, des budgets, toutes les lois. Enfin, on avait vraiment toute la partie théorique à apprendre. Et en même temps, on mettait en pratique. Moi, je bossais à l'époque dans une boîte de prod qui s'appelait Les Films à $, qui est devenue CMA de facto. Et également qui partageait les locaux. Donc, je travaillais pour les 2 boîtes. Pour Shellac Distribution, qui existe toujours, qui est une boîte de distribution qui distribue des films complètement improbables, souvent des premiers longs, des films assez fragiles. Et je trouvais ça vraiment chouette de voir des gens qui se battent pour défendre un cinéma qui n'aurait pas forcément trouvé sa place sur les écrans, des films étrangers, des documentaires, des trucs. Donc, moi, j'aurais peut-être pas forcément été voir, mais c'était vraiment une expérience super enrichissante. Et donc là, c'est là où tu atterris dans une petite boîte dont on peut donner le nom. Ouais, bien sûr. C'est donc Buffalo. Alors attends, ils ont une section production que vous avez ouverte ensemble. Au départ, c'était une boîte de location, c'est ça? Alors, ça s'est toujours appelé Buffalo Corp. À la base, c'était une association. C'est des copains de BTS. Ouais. Donc, on vient tous on vient de Montaigu, en fait. Donc, le fameux BTS audiovisuel qu'on a tous fait à des promotions différentes. Mais je connaissais ces gars-là. Et ils montaient une boîte. Et ils m'ont dit, tu veux pas venir nous aider? Donc, moi, avec ma petite formation de prod et ma petite expérience, j'y vais carrément. Et donc, je me suis retrouvée un peu femme orchestre à la fois faire de la compta, envoyer des films en festival, parce qu'ils faisaient des cours à l'époque. Ils faisaient pas encore trop de loc. Très rapidement, ils ont investi dans les premiers Red One. Parce que c'est aussi le basculement numérique. Ouais. C'est un truc dont j'ai pas parlé, mais à mon époque, quand j'ai appris, quand j'étais à l'école, parce que je suis vieille. 2007, 2008, c'est ça, non? Moi, j'étais promo 2005 à Montaigu. 2005, ouais. Et à l'époque, on faisait encore les films en pellicule. Donc je me disais, mais je vais pas pouvoir travailler dans le cinéma parce que moi j'ai appris en audiovisuel, donc les caméras digitales. Et en fait, très rapidement, la bascule s'est faite et tout le cinéma a basculé là. Donc c'était trop bien. Donc c'est pour ça que je me dis toujours, quand je vois les nouvelles évolutions technologiques, je me dis, souviens-toi qu'en fait, c'est des opportunités formidables en fait. Parce que ça permet à des gens comme toi, quand tu étais jeune, mais je suis toujours jeune, mais ça permet en fait à des gens ça rend les choses plus accessibles en fait. Toute évolution va peut-être effectivement bouleverser, va faire disparaître certaines pratiques, certains métiers, mais en fait vont en créer des nouveaux et vont donner des opportunités à des gens qui peuvent peut-être pas forcément faire des films aujourd'hui. Enfin bon, maintenant on a tous des iPhones, mais il y a plus trop d'excuses, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense qu'il faut voir en tout bouleversement aussi des opportunités. Et dans tout ça, quand tu commences tes études de BTS, qu'est-ce que tu avais comme référence de film, justement? Est-ce qu'il y a
des films qui t'ont donné envie justement de vouloir faire du cinéma, à part Alors moi, tu parlais de la chanson française, mais ouais, est-ce première qu'il y a des films qui t'ont expérience marqué cinématographique, c'est la fameuse cassette VHS. Donc, vous inquiétez pas, je parle pas d'un truc trash, mais fameuse cassette VHS où tes parents disent ça, t'as pas le droit de regarder. Et c'était la leçon de piano. Donc forcément, j'ai fait quoi ? J'ai été regarder et j'ai adoré ce film. Et je pense que ça a été un peu la première claque de me dire c'est beau en fait. C'est la musique, les images, cette histoire, en fait, ça m'avait vraiment bouleversée. Donc ça, c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai revu, c'est un film qui n'a pas vieilli, pardon. Et d'ailleurs, j'ai lu le scénario il y a pas longtemps, la WGA, qui est la Writer Guild of America, qui est donc un peu, on va dire, la SACD américaine. Enfin, non, bref. C'est la guilde des scénaristes. Il y a une bibliothèque où en fait on peut aller lire sur place. On peut pas, je crois pas qu'on puisse emprunter, mais on peut lire des scénarios. Il y a tous les scénarios, américains bien entendu, mais il y a aussi quelques scénarios d'ailleurs français. Et c'est formidable d'aller lire le script d'un film qu'on a aimé, parce qu'on voit des choses qui ont été coupées, on voit comme les choses ont été remaniées. Mais souvent, un film, quand c'est un chef-d'œuvre, j'ai l'impression que tout est déjà un peu là en fait, tout est déjà sur la page. Et c'était vraiment frappant en fait avec la leçon de piano. J'ai lu aussi 1917 et tout est déjà là en fait. Ouais. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais d'ailleurs, est-ce que c'est des final scripts? Ou c'était vraiment... Tu peux choisir. Parce que c'est ça. Ouais, moi, je demande avant production. Ouais. En fait, ils déposent le script avant le tournage. Et après, quand il y a toute la saison des Oscars et tout ça, là, ils remettent, puisqu'ils peuvent avoir prix pour meilleur scénario. Donc, tu peux lire la version tournée, mais moi, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, je trouve ça a moins d'intérêt. Mais de lire la version avant tournage, c'est génial. Parce que pareil, Little Miss Sunshine, tout est déjà là aussi. Du coup, attends, ta question, c'était... les films qui ont marqué. Amélie Poulain. Il y a pas mal de films que j'ai vus plusieurs fois en salle. Je trouve que c'est un bon marqueur quand tu vas voir un film... Amélie Poulain, Titanic, bon, c'est un peu classique, désolé, mais c'est ma génération. Mon père nous avait fait une séance de 2001 de l'Odyssée de l'espace en mode on met tous les canapés. Je sais pas pourquoi il avait emprunté à l'époque. Il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Donc, il nous avait projeté 2001, donc ça, c'était aussi une expérience. Enfin, j'avais déjà conscience que le pouvoir, en fait, des histoires et des images, le pouvoir sur moi, en fait, sur le fait de pouvoir être transporté. Et, j'aime bien le monde dans lequel on vit, mais des fois, j'aime pas non plus trop. Et je trouve que quand on voit un film, c'est une bonne manière, c'est un peu dark, mais c'est une bonne manière de mourir à un moment, tu vois, de dire salut et de vivre autre chose. Et puis ensuite, donc, tu reviendras encore, mais c'est un moyen, c'est un échappatoire, de s'extraire, de s'extraire et de vivre des vies qu'on vivra jamais, d'être dans la peau de gens qu'on ne sera jamais. C'est trop bien. Enfin, je sais pas, peut-être la drogue, ça fait ça aussi, mais je trouve les films, c'est un peu moins dangereux et plus enrichissant parce que ça travaille, t'en discutes avec les gens. Enfin, moi, je vois des films aussi seul, mais il y a aussi cet échange ensuite que t'as avec les gens, les débats à n'en plus finir. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Pourquoi ça m'a touché? Pourquoi ça m'a bouleversé? Pourquoi j'ai envie de brûler la copie? Il y a des films, j'ai envie de brûler la copie unique. Je le ferai pas, mais pourquoi ça crée une réaction comme ça? En fait, je sais pas pourquoi ça me bouleverse autant, mais je pense qu'on a toujours eu envie, on a toujours eu besoin qu'on nous raconte des histoires en tant qu'humains. Donc, je m'inquiète pas trop de l'avenir. Enfin, on aura toujours envie qu'on nous raconte les histoires de nos semblables, en fait. T'as tourné tout un tas de courts-métrages, dont un qui s'appelle Crevette. Je crois que c'est un peu celui avec lequel t'as beaucoup tourné. Tu peux juste nous raconter dans quel contexte tu l'as tourné, comment ça s'est passé. Je crois que c'est un tournage un peu pour lequel tu avais fait une sorte de collecte. Ouais, je m'étais motivée à faire un crowdfunding. Bah ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Pour le cours, je pense que c'est bien. Il y a un petit passage pas obligatoire, mais je trouve que ça confronte aussi à ce que c'est de lever de l'argent et du coup de comment tu dépenses cet argent que tu as mis tellement d'énergie à lever. Donc, c'était une bonne expérience. Il y a toujours un petit côté, t'as l'impression de faire la quête auprès de ta famille, mais en même temps, c'est d'avoir embarqué les gens dans cette aventure, de dire, voilà, participez avec moi à la création d'une histoire. T'avais rassemblé combien pour ce projet? Je sais plus. Je crois qu'on a tourné avec 12 000 euros, ce cours. Ce qui est bien. Je te dis ça comme ça, mais il me semble qu'on avait refait autour de 10 000 euros, un peu plus. C'est un cours que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il représente bien mon univers. Je parlais d'Amélie Poulain tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai un univers assez coloré, assez tendre, tourné vers l'enfance. Et Crevette, c'est l'histoire d'un petit garçon, le temps d'un été, son rapport à son frère. Il y a plein de couleurs. Donc, c'est un court-métrage qui marche encore bien, qui, j'ai l'impression, a beaucoup touché. Enfin, moi, je me rends pas compte, parce que quand je fais une histoire...
moi, elle me touche moi. Après, si elle touche d'autres gens, c'est cool. Mais c'est vrai que je sens que c'est un court-métrage qui continue on va dire, à émouvoir et à parler aux gens. Enfin, je pense que la relation entre frères, encore une fois, quand tu parles d'histoire universelle, ça, j'espère que dans 20 ans, le film me plaira toujours. Mais et donc, j'avais fait ça. Maintenant, ça me semble tellement loin, en fait, c'est fou. Parce qu'effectivement, j'ai fait plein de cours. Celui-là, c'était celui qui était le plus produit, dans le sens où on avait une vraie équipe, on avait un vrai budget, on avait une semaine de tournage. Enfin, il y avait un truc un peu, on fait un vrai cours. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours souffert de pas avoir les aides. On revient aux fameuses aides de Seine-et-Marne et tout ça. Donc, c'était uniquement l'argent qu'on avait levé en crowdfunding et j'avais toujours l'impression que c'était pas un vrai cours. En fait... Pardon, j'allais t'interrompre, mais vas-y. Ouais, vas-y. Non, je voulais te demander, c'est que tu n'as pas la patience d'attendre les commissions, ou est-ce que c'est parce que, et du coup, que tu as envie de partir sur le terrain pour tourner vite, peut-être, par frustration, tu préfères partir tourner avec moins d'argent, ou est-ce que c'est pour une autre raison qui m'échappe? En fait, je pense que tu as raison. Ouais, non, mais en fait, je pense que je suis quelqu'un d'assez impatiente et qui aime faire. Je disais, je viens de l'école du terrain, moi, j'ai appris en faisant, en bidouillant, en étant dans l'action, en fait. Et c'est vrai que tout ce truc des commissions, tout ce jeu qu'il faut jouer, même si, oui, ça vaut peut-être le coup, en fait, d'attendre 2 ans, mais en fait, quand t'as l'envie de raconter une histoire et qu'elle est là, enfin, je me dis, mais moi, dans 2 ans, ça se trouve, j'aurais plus envie de la raconter, cette histoire. Bon, pour un cours, ça va, mais, enfin, et du coup, j'ai envie de le faire maintenant. Donc, il y a peut-être une forme d'impatience de ma part de pas attendre. Mais pour Crevette, on avait fait pas mal de dépôts. Quand même, il y avait eu 2 prods qui avaient développé le truc. Alors, peut-être qu'on l'avait pas assez bien fait. Peut-être qu'à l'époque, il y a tout ce truc des notes d'intention. Enfin, tous ces dossiers qu'on connaît au CNC. Mais du coup, je pense que j'ai ce petit truc de... les films que je fais en France sont trop commerciaux. Les financements classiques ne veulent pas de moi, c'est mon petit côté Calimero, attention, où j'ai l'impression que je vais jamais avoir les aides. Et c'est vrai que sur Crevette, ça avait été le cas. Je me dis, bon, fuck it, c'est pas grave, on s'est fait bouler de partout, il y a déjà 2 prods qui ont développé ce truc-là. Tu sais quoi, on lève de l'argent, on le fait. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait Cherry, en fait, pour être tout à fait honnête. Donc je sais pas si c'est moi qui crée ça, ou si c'est parce que l'univers me dit, non, mais meuf, laisse tomber les commissions, fais tes trucs. Et bon, il y a pas de règle, je pense que... Ouais, si le CNC, tu m'entends, donne-moi de l'argent. On imagine que toutes ces expériences t'ont aidé à pouvoir justement mettre en place Cherry. D'ailleurs, est-ce que tu commences ton scénario ici en France, ou est-ce que tu pars d'ici, donc tu tentes l'aventure américaine? À fond, en fait, je pense que le fait d'avoir fait une formation ultra technique, d'avoir fait des cours, d'avoir fait de la compta, d'avoir fait de la prod, d'avoir fait vraiment beaucoup de choses. Enfin, après, chacun a son parcours, hein. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de parcours tracé. Mais ça m'a tellement aidé. En fait, au quotidien, ça m'aide. Et c'est vrai que donc après Crevette, je me dis, bon allez, maintenant j'écris du long. Et donc j'avais plusieurs projets de long, pareil, qui se cassaient les dents sur les aides, sur les fameuses aides au développement, à l'écriture, machin. Et à un moment, j'ai eu un espèce de truc de me dire, mais je ne ferai jamais de film en France. Il y a eu le Bataclan, il y a eu les attentats, donc c'était une période assez dure, en fait. Je sais pas, vous vous souvenez sûrement. Et en fait, il y avait ce truc de, j'en pouvais plus de Paris. Je me dis, en fait, on peut mourir demain. Et il faut vraiment faire les trucs maintenant, quoi. Et j'ai beaucoup voyagé, mais je n'avais jamais vécu à l'étranger. Et j'avais été aux États-Unis pas mal de fois, j'avais adoré ce pays. Et je me dis, mais en fait, pourquoi tu passes pas par 3 mois à LA, il fait beau, c'est une ville où on parle anglais et on fait du cinéma. Et en fait, je suis du coup partie là-bas et je suis tombée amoureuse de cette ville et je me dis, mais en fait, faut trop que je vienne vivre ici. Donc, je suis un peu partie comme ça en envoyant un peu tout balader, vraiment avec l'envie de vivre une nouvelle aventure. Et quand je suis arrivée, j'ai fait vraiment table rase de tous mes projets, tous ces fameux scénarios que j'avais en cours et qui étaient très français de toute façon. Et je me suis dit, je suis là. Voilà, on part sur de nouvelles histoires. Donc, je me suis posée, j'ai un peu fait un petit travail d'introspection, j'ai posé quelques idées. Et vraiment, je suis partie sur une page blanche en disant, ok, c'est quoi, si tu devais faire qu'un seul film dans ta vie, parce que ça se trouve, ça sera le cas. D'ailleurs, ça se trouve, c'est peut-être mon premier et mon dernier, on ne sait pas encore. Mais lequel serait-il? Et surtout, quelle est l'histoire qui te tient le plus à cœur? En fait, tu vois, il y a un moment, quand tu fais un film, c'est tellement dur, ça demande tellement d'énergie, d'argent et tout, que si c'est pas un peu viscéral, faut pour pouvoir durer, pour pouvoir tenir comme ça sur des années, il faut vraiment que ça vienne de toi, en fait. Et donc, Cherry, c'est très inspiré de ma propre histoire. Hein, et je me dis, voilà, c'est ça, c'est cette histoire-là qu'il faut que tu racontes
adapté à la sauce à Los Angeles. Du coup, Cherry, bon, bah oui, c'est un peu moi. Alors, j'ai pas grandi aux États-Unis, je suis pas américaine, je suis pas drôleur d'ailleurs, mais il y avait, voilà, j'ai un peu mis de moi dans ce personnage-là et dans l'histoire. Et c'était cool. En fait, c'était hyper rafraîchissant de repartir sur une page blanche et de me libérer de tous ces trucs. Tu vois, quand t'as des projets, que tu te prends des noms en commission, au bout d'un moment, il y a des trucs qui s'accumulent, en fait. C'est pas évident de rester motivé. Oui. Et des fois, juste de repartir sur un nouveau truc et juste de se faire kiffer. Et de dire, en fait, je m'en fous, ça se trouve, il se fera jamais ce projet-là. Mais je l'écris pour moi. Et je pense, ouais, quand t'écris pour toi, en fait, t'en as rien à foutre de savoir... Pardon, j'ai dit un grand mot. T'en as rien à faire de savoir si c'est bon ou pas bon, ou si ça va plaire, en fait. Oui. Mais c'est pas toujours évident d'être dans cette zone-là, en fait, parce qu'on écrit forcément pour que ça soit lu, pour que ça soit tourné. Et c'est un équilibre fragile de se dire... je m'en fous, en fait. Je le fais vraiment... je sors ce qu'il y a à sortir. Et là-dedans, il y aura des pépites, il y aura des trucs à jeter. De toute façon, écrire, c'est réécrire. Et c'était assez cool, ce truc-là. Et très rapidement, j'ai un ami à moi qui m'a aidé à le traduire. Parce qu'au début, j'écrivais en français. J'avais encore trop peur d'écrire en anglais. Je me disais, non, mais ça va être pas bien. Donc, il me l'a traduit en anglais. Et puis, il a rajouté des blagues et tout. Enfin, je dis, c'est trop, tu l'as amélioré. Tu veux pas qu'on écrive ensemble? Et donc, on a continué à coécrire le scénario comme ça. Après, l'histoire, elle a fait un peu... un moment, ça se passait au Texas. Enfin, tu vois, on est parti dans des délires, puis on est revenu à LA. Donc, c'est rigolo quand des fois, ça part hyper loin. Puis tu dis, attends, non, en fait, à la base, pourquoi je voulais raconter cette histoire? Et pourrait presque s'écrire une lettre à soi-même quand on démarre un film en mode pourquoi ce matin je me dis putain faut vraiment que je raconte ce truc parce que c'est pas qu'on peut l'oublier mais c'est pour moi ce que j'appelle cette petite flamme, ce petit désir en fait qu'il faut jamais perdre. Et quand t'es un peu perdu et que tu t'es retrouvé avec une histoire qui était censée se passer au Mexique et que maintenant t'es au Pérou, bah peut-être tu dis attends pourquoi à la base je voulais raconter ce truc. Oui, alors, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a un truc quand même là sur lequel t'es passé un peu vite quand même. Moi, je trouve ça très intéressant, ton arrivée à Los Angeles, enfin, où t'es arrivé directement là-bas? Ouais, je suis arrivée avec ma valise cabine là et. Donc tu t'es dit, je connais un pote là-bas, je vais squatter. Ah non, je connais personne. Ah ouais, t'as vraiment été sans rien quoi. Ouais, okay. Je me suis vraiment dit, Paris, j'en ai marre, je largue tout. Excellent. Je pars 3 mois là-bas. Ouais. Et en fait, en route, il y a une espèce d'alignement. Mais tu le sens en fait, ces trucs-là. Il y a des endroits où tu te sens bien, des endroits où tu te sens pas bien. Et quand je suis arrivée à LA, je connaissais donc personne, mais j'avais écrit à tous mes potes en mode si tu connais le cousin de la tante de ta voisine qui habite là-bas, je prends. Et donc je me suis retrouvée en fait avec une liste mais presque de 100 personnes à voir. Ah oui. Et j'ai passé ma journée au café à rencontrer des gens et en fait d'une personne t'en rencontres une autre. Ouais. Et ces 3 mois en fait il y a eu une sorte d'alignement où c'était trop cool. En fait, je rencontrais que des gens qui se rendaient disponibles pour me voir, qui m'expliquaient un peu comment les choses fonctionnaient. J'ai rencontré mon sponsor et en fait très vite si tu te bouges en fait, tu rencontres des gens. Faut un peu casser. Moi, je suis un peu timide, mais bon, tu te forces un peu, quoi. Et tu... je sais pas, en fait, c'est l'énergie que tu projettes. Et c'est vrai que c'était assez facile, ce truc de me dire, en fait, tu sais quoi, je fais une demande de visa. Et si j'ai mon visa, je viens vivre ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai eu mon visa. J'étais, merde, là, faut vraiment que j'y aille. Entre-temps, il s'est passé 1 an, parce que les démarches sont quand même assez compliquées. Et il y a eu ce petit moment de... Merde, bon, du coup, j'y suis allée, mais c'est vrai que... Et t'as obtenu ton visa, on dirait que c'est très simple, t'as mis un timbre sur une enveloppe. Enfin, t'as dit que les démarches étaient compliquées, mais pour l'obtenir, il faut avoir un projet, non? Il faut présenter un projet, justifier de ta présence. Ouais, en fait, ça dépend du visa que tu demandes, mais moi, j'ai eu un visa O1, qui est donc un visa d'artiste. En fait, c'est extraordinary, je ne sais pas prononcer ce nom. Bon, Extraordinary Ability. Et donc, tu as prouvé que tu as des habilités extraordinaires et que tu viens apporter ton talent aux États-Unis. D'accord. Et donc, tu dois cocher certaines cases. Donc, tu dois prouver que tu as eu de la presse, des articles de presse, que tu as été toi-même juré, que tu as jugé le travail d'autrui, que tu as fait des choses. Donc, ça, c'est ton CV. Okay. Tout un truc de... c'est très administratif, mais tu dois quand même prouver que tu vois... Que tu as des archives. Que tu es le futur Spielberg, quoi. Et je me souviendrai toujours à l'ambassade au moment où tu as été validé, mais il faut quand même ce petit truc. En plus. Voilà, tu dois quand même passer une sorte de mini-entretien. Et là, ils ont encore le droit de te dire non. Au bout d'1 an de démarche. Et je me souviens que les 2 questions qu'ils m'avaient posées, pourquoi vous êtes extraordinaire? Et tu vois, pour moi, c'est la pire question. Moi, je suis en mode, non, mais excusez-moi d'exister. Non, mais s'il vous plaît. Donc, quand on me pose cette question, j'ai juste envie de mourir.
Et je suis bah non, mais j'ai fait des cours. ma réponse était tellement nulle, c'était horrible. T'as Il dit, chuté ah bon, sur mais la des cours, mais que j'ai vu. Alors du coup, j'ai essayé de broder et tout. Tu fais un peu du name dropping. Ils essayent de te mouliner pour voir ce que t'as dans le ventre. Mais bon, écoute, il a dû avoir pitié de moi. Il m'a quand même filé mon visa. Et mais c'est des expériences un peu folles. Je trouve que ça fait aussi vachement grandir quand toi-même tu te retrouves dans une démarche de vouloir immigrer, je sais plus dans quel sens, mais ailleurs. Enfin, tu sais, ça te remet les trucs en fait, de devoir ça te force te battre à te poser en fait. des nouvelles, te reposer des questions. Tu vois, c'est un peu comme la note d'attention de tout à l'heure. Exactement, ouais. Cherry, je remplaçais une meuf qui tenait une boulangerie française. Et donc, en fait, elle avait besoin de quelqu'un. Donc, pendant 2 semaines, moi, je vendais des baguettes et des chouquettes. Ça s'appelait la chouquette. Et dès qu'il n'y avait pas de clients, je prenais mon carnet et je brainstormais mon truc, en fait. Donc, Cherry, je l'ai écrit dans une boulangerie française à LA. Non, vraiment, ça, c'est... Voilà, pour ça, elle a pété un peu. C'est un côté romantique. Non, mais c'était cool. En fait, c'est des moments un peu privilégiés. C'est ça avant que tu te prennes la galère de trouver l'argent, tous ces trucs-là. Donc, c'est un moment, une bulle, en fait, un peu magique, l'écriture, où tout est encore possible et il n'y a pas trop de danger, en fait. Et après, tu te confrontes au vrai monde. Bien, on va en parler, ça tombe bien. Ah ouais. Donc, t'arrives à... Combien de temps tu mets à l'écrire ce scénario ? On va dire une version vraiment significative. Ouais, je pense qu'on a mis 1 an, en fait, entre le premier jet, puis après on a refait des versions, et puis la deuxième année, on a un peu fait du sur place, parce que mon co-auteur, il était un peu pris par autre chose, il avait moins le temps, et c'est vrai que, en fait, la deuxième année, bon, en fait, mais c'est pas grave, en fait, on a un peu pas perdu de temps, mais c'est vrai ça patinait un petit peu. Donc je pense qu'en fait, on l'a quand même sorti assez rapidement, en 1 an. L'histoire est assez simple, hein, de Cherry, il y a pas, tu vois, c'est pas non plus ultra complexe. Donc si je devais tout rassembler, 1 an. Ce qui est peu. Enfin, il n'y a pas de règle, mais souvent un scénario, c'est plutôt de 3 ans, mais ça dépend. Ça dépend, il y en a des fois qui prennent 1 an et demi ou 1 an. Là, on est en quelle année ? 2019 ? 2018 2020 2018. Le Covid. Ouais, voilà. Donc le Covid, elle est arrivée, quoi. Après, ouais, entre 2018, 2018 ça arrive et 2020. fin 2019, début 2020. Oui, tu parles du Covid, là. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, j'arrive pas encore trop à savoir quand est-ce que tu as tourné. Peut-être que en 2020, septembre 2020. C'est en septembre. En fait, entre 2018 et 2020, on écrit, puis on met en scène notamment une séquence dans le cadre d'un festival. Enfin, tu vois, on travaille le truc, on l'envoie à des commissions, on l'envoie à des lectures, on le workshop. En fait, même si t'écris pas, tu essaies de l'améliorer un peu. Ouais. Puis, tout à fait. Et du coup, moi, j'avais même commencé à me dire, je vais faire un casting sauvage et tout. Donc, j'ai passé mon mois d'août à essayer de trouver la comédienne. Et finalement, le Covid. Tu veux que j'avance sur la Covid ? Enfin. On peut en parler, puisque... Oui, tout à fait. Vas-y, Et du coup, moi, j'arrive à ce moment, je me dis, mais en fait, ça fait 2 ans, cette histoire, elle est hyper importante pour moi, mais en fait, si j'attends plus longtemps, en fait, je crois que je vais perdre le momentum. Enfin, il y a un truc c'est une histoire très personnelle, je me dis, en fait, ce truc-là, c'est maintenant que j'ai envie de la raconter, c'est pas dans 5 ans. Et en fait, moi, je me dis ça, le Covid démarre, enfin, au début, on savait pas trop ce qui allait se passer, et moi, dans ma tête, vraiment, je me dis, j'en ai rien à foutre. Alors, franchement, moi, je fais mon film. Vous n'avez pas compris. Donc, en fait, pendant 3 mois, on était confinés. Moi, en attendant, j'ai commencé un peu à monter, à lancer tout le process. Et dès que Los Angeles a réouvert ses permis de tournage, parce qu'il faut quand même avoir les autorisations de tournage, je ne peux pas juste tourner comme ça, on a tourné. Donc, j'ai jamais autant travaillé de ma vie en 2020. Beaucoup de chez moi, hein, mais ça m'a pas du tout arrêté, en fait. Parce que j'avais switché. En fait, je m'étais dit, c'est pas grave. Alors, c'est sûr, tu t'adaptes. C'était pas hyper fun de faire le table reading. Tu sais, c'est quand tu te rassembles avec toute l'équipe pour lire. On l'a fait en Zoom. Il y a beaucoup de rehearsal qu'on a fait en Zoom. Enfin, c'est vrai que c'était un choix de ma part de me dire, il y a beaucoup de choses qui se feront pas en personne. Les castings, on les a tous fait. On a fait quelques castings en personne, mais le personnage principal de Cherry, on l'a casté à distance. Donc, je n'avais pas rencontré mon actrice avant de la confirmer. Ouais. Enfin, donc c'était un choix de ma part. Mais voilà, après, chaque film, il se fait tellement dans des conditions uniques que, voilà, j'imagine que ce film devait se faire comme ça. D'accord. Ouais. J'ai l'impression de vous raconter des trucs vraiment pas intéressants. Mais vous ferez le tri. Hein. Toi, tu penses que c'est... Non, je sais pas, ça me paraît très bateau ce que je vous dis un peu. Je me dis, il faudrait que je vous dise des trucs super ouf, tu vois, genre ultra, que personne n'a jamais dit
Dans le podcast. Je sais pas. Mais n'aie pas Mais peur, bon, n'aie pas- après, n'aie pas peur, n'aie pas peur. L'écriture, Il y c'est a- vrai il y a qu'on n'a pas fait de trucs farfelus. Hein. Non. Si on a fait des résidences, à un moment on était parti au High, c'était très sympa avec une bande de copains et chacun. Moi, j'aime beaucoup le côté workshop. J'ai fait beaucoup de workshops, notamment au Groupe Ouest. Donc j'aime bien partir Ah, t'as été au m'isoler Groupe avec. Ouest. Ouais, t'étais- Ouais, j'ai Ah ouais, fait c'est plusieurs pareil, formations. Ouais, C'est cool. c'est trop cool. En fait, c'est des bulles où en fait tu es concentré, t'as pas de distraction possible, et t'es entouré de gens qui sont comme toi dans la galère à essayer de faire avancer leur histoire. Et cette synergie là, Ouais. French it's hard. Elle est super parce qu'elle te porte et elle débloque plein de trucs. Et entre auteurs, tu t'entraides, même si voilà, chacun écrit sur son projet. Et donc on avait fait ça avec Cherry. T'as été au Groupe Ouest, mais pour d'autres projets, on est d'accord, pas pour Cherry. Non, ouais, pas pour Cherry. Oui, voilà. ok. Et d'ailleurs, pour Cherry, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu une séquence où tu l'as envoyé en festival ou je sais pas. Ouais, en fait, il y avait un concours de mini pièces de théâtre. Et Arthur me dit, mais on devrait envoyer une séquence du script. Je fais, bah ouais. Et du coup, on a mis en scène une scène qui d'ailleurs n'existe plus vraiment. Enfin, si elle existe, mais elle se passe plus dans un Mexican restaurant. C'est une scène, la scène avec la meilleure copine à l'époque se passait. Elle se retrouvait, elle mangeait un burrito sur le bord du trottoir. Enfin, je sais plus ce qui se passait, mais et cette scène-là était cool. Et ça, enfin, ouais, c'était. Donc, on l'a mis en scène. On avait constitué un cactus en forme de néon, enfin un néon en forme de cactus. Et c'était rigolo parce que, tu commences à sentir. Tu vois ton personnage et la comédienne qu'on avait embauchée était hyper cool et après elle a disparu. J'aurais trop aimé qu'elle fasse ce rôle principal et elle m'a ghosté. Et en fait, j'étais hyper vexée parce que je dis mais meuf, t'es comédienne, t'as 20 ans, t'arrives à LA, c'est ton rêve. Enfin, je te propose de passer le casting pour le long quand même. Disparue. Et elle est réapparue il y a pas longtemps. Et mais ça, c'est très LA. C'est non, moi j'ai des problèmes avec mon mec. Les gens à LA. C'est une actrice américaine ou française? Ouais, c'est une comédienne américaine. Okay. Mais elle était super en fait, cette nana. Et on avait fait la pièce ensemble. Mais LA, les gens rêvent beaucoup. Mais en fait, quand tu les confrontes, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. En fait, c'est bizarre. C'est une ville, c'est un miroir aux alouettes. Donc, ils arrivent tous avec des désirs comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de déceptions et de gens qui sont pas là, en fait. C'est marrant. C'est drôle de se dire que les gens finalement... sont très flaky. Comment t'as dit? Flaky, c'est difficile de compter sur les gens, ouais. Ah ouais. Puis il y a ce truc, c'est une ville où t'as pas l'intermittence, tout extrêmement cher, donc les gens ils font pas de projets gratos. C'est très compliqué. Il y a pas ce truc comme en France de artisanat, on s'entraide. Il y en a un qui fait une pub, l'autre il va faire un cours. Enfin, il y a un truc un peu de protocole, non? Non, un peu. Je dirais plus artisanal en France où on voit le cinéma comme protocole. Ouais, non, j'allais dire protocole aux États-Unis, c'est-à-dire que. Ah ouais, aux États-Unis, ouais. Par exemple, ta séquence là que t'as tournée, t'as dû payer les gens ou est-ce que t'as quand même essayé de leur expliquer non et c'est pour le film, pour la pièce, on le fait bénévolement. Oui. Ouais, là, non, on avait payé personne. Donc on essaie d'être super vigilant. Là, pour le coup, ce qui est cool aux États-Unis, c'est qu'ils ont un rapport au temps qui est, tu vois, ils respectent vraiment. Tu débordes pas, tu fais pas des réunions qui deviennent 4 heures. Enfin, en fait, on essaie d'être vraiment très carré sur, on vous paye pas, les répétitions c'était de telle heure à telle heure. Enfin, voilà. Elles étaient contentes de faire ce projet-là, mais c'est vrai qu'on essayait d'être super réglo, on leur payait leurs frais, mais on pouvait pas. C'était vraiment une. Ouais. Non, voilà, ils acceptent. C'était pour le fun. Ils acceptent quand même le bénévolat, il y a pas de problème. On n'est pas dans ce truc. Mais c'est vrai qu'il y a un tout petit peu moins ce rapport à on fait de l'art. Là-bas, les gens ils doivent payer leurs factures. Ils sont venus pour devenir pour atteindre leurs rêves et il y a un côté très transactionnel en fait dans les rapports. Il y a moins ce truc de mais vas-y on fait un truc c'est entre potes. Là-bas, les gens avec qui tu travailles, tu deviens pas forcément pote avec eux. Alors qu'en France, on a ce truc, on est tous dans cette famille du cinéma, on est tous dans le même milieu. Alors que c'est tout aussi dur à Los Angeles qu'ici, en fait. Oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir plus de solidarité. Ouais, mais c'est pas les mêmes difficultés et c'est vrai que c'est pas la même culture. Là-bas, business is business. Et en même temps, c'est bien parce que ça met aussi des règles. C'est pas genre, vas-y, fais-le, t'es mon pote, machin. Non, en fait, c'est du travail. Donc ça clarifie aussi certains rapports, je trouve, de manière assez saine. Mais on perd ce petit côté artisanal, en fait, qu'on a en France, de l'amour de l'art pour l'art. On te perçoit comme ça, d'ailleurs, là-bas, comme la française avec les, je sais pas, amoureuse de l'art. Ouais, je pense que quand à partir du moment où tu mets un pied là-bas et que t'es français, t'apportes cet exotisme-là. C'est inévitable, ils projettent sur toi déjà ton accent. Enfin, donc non, je pense qu'il faut en jouer et il faut
Tu vois, faut au contraire s'en servir comme d'un atout. Et je pense c'est pas qu'ils nous envient, mais ils ont cette conscience que nous, en France, on a quand même beaucoup d'aide justement pour l'art. On a, tu vois, le Festival de Cannes. On a quand même cette aura qu'on conserve encore énormément, même sur le luxe, sur l'art de vivre. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Je pense que c'est important qu'on le préserve et qu'on ne le perde pas. En fait, la France renvoie une image, on rayonne un truc hyper cool quand même encore. Quand on est en France, on est là en train de râler, rien va machin. Mais en fait, quand tu vas aux États-Unis, tu te rends compte, ton regard shift en fait. Et je sais pas ce que j'ai appris plein de trucs, hein, mais il y a un truc vraiment que j'ai appris au bout de 7 ans, c'est que je suis vraiment française. Tu te rends compte à quel point t'es français, c'est un truc de ouf en fait. C'est le choc culturel aussi. Ouais. Donc vous avez passé un an, on va dire, à développer le script. Et comment vous organisez la collecte de fonds? Le nerf de la guerre. Alors, un peu comme je me suis dit, ok, y a un truc qui s'appelle le Covid qui débarque. Moi, je m'en fous, je vais faire mon film. C'était, ok, on va rassembler tout l'argent qu'on peut, en fait, et on fera l'argent avec ça. Donc, j'ai fait un peu l'inverse de combien on a besoin d'argent pour faire ce film. J'ai fait, on fera le film avec ce qu'on aura collecté. Donc, ça a été vraiment aller chercher des financements privés. Donc, aller taper à la porte de gens qui ont de l'argent en disant, t'as pas 5 000, t'as pas 10 000 $, 20 000. Et en fait, on a réussi. Alors, le film, il s'est vraiment fait avec très peu d'argent. On a tourné avec 80 000 $. Ah ouais, en effet, ouais. Pour le tournage. Et je me dis, on tourne, on verra après. Ouais. Parce qu'une fois que t'as tourné, je me dis, ton film, personne peut t'empêcher qu'il existe. Enfin, au pire, je le monte moi-même. Enfin, tu peux toujours relever des fonds après. Mais pour moi, le plus important, c'était de le tourner et que ça soit fait. Donc, au début, je me souviens qu'on avait même levé que 60 000. Et ma line producer, donc la directrice de prod, m'a dit, franchement, c'est chaud. Si tu pouvais trouver 20 000 de plus, ça serait quand même mieux. Donc je fais OK et tout. Donc, après, moi, j'ai mis un peu d'argent perso. Et voilà, on a pu tourner le film avec 80 000 $. On a payé tout le monde au tarif qui s'appelle Ultra Low Budget, qui est de 125 $ par jour. Mais il n'y a pas comme en France, tu as toutes les charges. Donc, en fait, c'est dans leur poche, les 125. Mais tout le monde était payé au même tarif. C'était un peu communautaire, ou communiste, je sais pas comment on dit. Voilà, tout le monde était au même tarif. Et on a tourné en 13 jours. Donc, ça rentrait, en fait, parce que la manière de production faisait qu'on pouvait le tourner de manière ultra économique. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis maté tous les premiers longs de tous les réalisateurs que j'adore pour me dire, attends, c'était quoi leur premier long à la base? Et j'ai été, comme on avait prévu de tourner Cherry en plan séquence, parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas beaucoup d'argent et que de toute façon, c'était l'idée que le film soit dans un temps très resserré. J'ai été me mater tous les making-of et tout comment ils avaient fait sur les films tournés en plan séquence. Je me suis maté plein de films en plan séquence que je connaissais pas d'ailleurs. The Beauty and the Beast, qui est un film, je crois, tunisien, qui est en plan séquence. Enfin, il y a plein de films en plan séquence. Victoria. Ouais. Donc, j'ai fait un peu ma educational, tu vois, plutôt sur comment les autres ont fait. J'ai vu tous les films qui parlent d'avortement ou de choix, parce que je trouve ça, en fait, hyper enrichissant de voir comment des thèmes, en fait, sont abordés. T'avais revu La Palme d'Or aussi, là, 4 semaines? Ouais, j'ai revu 4 mois. Mais pour moi, c'est des films qui sont tellement, par exemple, des films sur l'avortement que j'adore. J'adore Obvious Child, qui est une comédie géniale, justement, sur une nana qui découvre qu'elle est enceinte. San Francisco. J'ai plutôt été voir, enfin, moi, les films qui me plaisent, c'est plutôt des comédies qui parlent de ce genre de sujet-là. Parce que depuis le début, je voulais que Cherry, ça soit un film solaire, ça soit un film qui est là, ou qui parle de cette thématique, mais avec du cœur, en fait. Pas avec un truc qui nous plombe et où il n'y a aucune issue possible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films où c'est à chaque fois... c'est un drame. Oui, c'est un drame, mais en même temps, c'est pas que un drame, en fait. Et c'était important pour moi dans Cherry d'avoir déjà toutes ces facettes, en fait. On peut aussi rire, il y a des moments qui sont plus durs, mais voilà. Donc là, on a parlé budget, on a parlé... oui, si, tu as parlé de la manière de tourner en plan séquence. Du coup, dans cette économie réduite, les coûts, vous les avez trouvés, j'imagine aussi, quand tu as choisi ton chef-op. Peut-être celui-ci était déjà équipé. Est-ce que c'était, vous avez eu quand même, est-ce que avec la contrainte financière, vous avez quand même pu avoir une latitude sur les choix artistiques? Enfin, on parlait des plans séquences, mais je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau matériel, équipement, vous avez tourné avec quoi? Alors, on a tourné avec très peu d'équipement. On a tourné avec un Canon 1D Mark III. Ouais. Et c'est tout. Ben voilà. On n'avait pas de scène. on avait juste un espèce de sac à patates, je sais plus comment ça s'appelle, une banane, pour que, en fait, oui. Parce que on a testé plein de configurations. Et bien sûr, il y avait, est-ce qu'on rajoute plus d'argent, est-ce qu'on trouve un Steadicammer, machin. Ouais. Et en fait, on est parti sur le choix de tourner, en fait, tout à la main. Et donc, c'est mon chef-op, en fait, qui cadrait, qui faisait
physiquement la Tout. stabilisation, Ouais. qui faisait tout. En termes de lumière, on a choisi nos décors en fonction de la lumière naturelle. Donc, on savait qu'on ne pourrait tourner qu'avec le soleil. Et on a loué juste des tubes néons Voyager. Donc, on avait 4 tubes, 2 grands, 2 petits. Et on savait que ce seraient les seules sources. Après, on a ramené des lampes, des machins. On avait des practicable. Comment on dit? Ouais. Practicable. Enfin, des petites Practicable, lampes dans ouais. le décor, en gros. Mais le choix de nos décors ont été drivés par le fait qu'on n'aurait pas tout un camion électro avec toute une bijoute et tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de camion. Chacun venait avec sa bagnole. Et donc, c'est vrai que ce genre de truc te réduit tes coûts, en fait. On n'avait pas de script. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas... Il y a des moments, j'étais en fait, on fait un coup, on fait un long, parce qu'on était tellement peu nombreux. Il y avait quand même un assistant caméra. Ouais, mais qui faisait aussi DIT, qui faisait Ouais, électro, qui ouais. faisait gaffeur. Et qui Qui veut. faisait tout. Tout le monde fait Donc, tout. donc Damien, le chef opérateur Damien Steg, le chef opérateur de Cherry, avait quand même une personne pour l'aider, Kirali, et elle faisait effectivement beaucoup. Elle faisait le point d'ailleurs, au fait ou Non, c'est Damien qui c'est Damien faisait qui le le faisait point. En fait, aussi. Damien Steg est quelqu'un qui est lui-même réalisateur, il vient du documentaire. Il a toujours travaillé au Canon, déjà pendant longtemps au 5D, maintenant il est passé au 1D, mais il a l'habitude de tout faire en fait lui-même. Il travaille énormément avec la lumière naturelle, et c'est quelqu'un qui est hyper impressionnant, qui a une sensibilité extraordinaire et qui est vraiment capable, en fait, il connaît, c'est une espèce d'extension de son corps, en fait. Et donc, il est vraiment capable lui-même de faire le point. Donc, je pense que ça aurait été même plus frustrant pour lui, lui coller un steadicammer, lui coller un pointeur. Donc, finalement, ça s'est fait parce que ça allait pour lui aussi, en fait. Le choix du technicien est pertinent en fonction aussi de l'économie du film. Il fallait trouver quelqu'un de polyvalent qui accepte de travailler avec zéro light. Ah ouais. Donc ça, c'est vrai que tous les chefs-op sont pas comme ça. Donc c'est aussi Et la bien plus belle lumière, c'est la lumière du soleil. Donc, C'est ce petit côté Terrence Malick. ouais, complètement. Ouais. Après, sur le son, ça a été rude et c'est vrai que il y a des trucs que je regrette. Tu vois, je sais qu'à l'école, on me dit le son, c'est très important. Je fais bah oui, bien sûr, c'est important. Et en fait, tu refais les mêmes erreurs, tu te concentres sur l'image et en fait, on a dû virer le l'ingé son en cours parce que on vérifiait pas ce qu'il faisait. Donc, on a eu des gros problèmes sur le son en post-prod. Ah merde. Et c'est vrai qu'on aurait dû mettre peut-être un peu plus de budget ou être un peu plus attentif, d'avoir vraiment un ingé son et un perchman. Au final, ça a été... Voilà, le son a beaucoup pâti sur ce projet et c'est 50% du film. Donc là-dessus, voilà. Comment tu procèdes d'ailleurs pour ton casting une fois que tu dis bon voilà le scénario est bouclé, maintenant je vais chercher mes comédiens, tu tournes vers quoi? Bah ouais, c'est une bonne question parce que du coup j'étais bon ok, on va lever de l'argent, j'ai mon scénario, le Covid commence, on s'en fout, on y va. Et en fait j'étais par où je commence? Et en fait je sais plus qui m'a donné ce conseil, il te faut première étape. Embauche ton casting director et embauche ton line producer. Et donc finalement, c'est les deux trucs que j'ai fait. J'ai un peu commencé à dépenser de l'argent avant même d'être sûr qu'on allait vraiment faire le truc. C'est de embaucher quelqu'un pour faire un budget, commencer à dire ok, là il faut plus, là il faut moins, machin. Et une directrice de casting qui a commencé à caster, à me dire ok, sur ces rôles-là, on peut peut-être aller chercher des gens un peu plus connus et tout. Ouais. Donc ça, c'était vraiment les deux étapes qu'on commençait à lancer la machine. Et à partir de là, tout se grève. Tu commences à parler des dates aux gens, tu montes ton équipe. Après, sur la direction d'acteur, moi, je suis persuadée qu'une bonne direction d'acteur, c'est 50% qui tu embauches. Enfin, c'est ton casting, en fait. Si tu embauches quelqu'un qui est bon, après, il faudra réussir à construire cette relation et à le diriger, mais c'est juste être sûr que tes acteurs, ils comprennent ton histoire, ils comprennent le rôle et ils vont avoir des choses à offrir. Mais donc, pour les anecdotes... Pour trouver tous tes comédiens, tu es passé par le SAG-AFTRA ou... Bah, alors, au début, j'étais dans la désillusion totale qu'on allait bien sûr être SAG. Je me suis très vite, même en étant ultra low budget, il aurait fallu qu'on respecte certains trucs qui ne rentraient pas dans notre budget. Donc finalement, on n'a pas été SAG. Donc on a perdu quelques acteurs pour les rôles du docteur, par exemple. On avait des gens qui étaient SAG et qui étaient là. Je peux pas faire un projet s'il n'est pas SAG. C'est tout le truc des unions aux États-Unis. Mais par contre, on a quand même essayé de respecter un maximum des règles. On pouvait pas avoir des loges pour eux, par exemple. Ça, c'était pas possible d'avoir un camion loge, c'est pas possible. Mais on a essayé vraiment s'ils venaient avec leurs vêtements, on leur remboursait le fait qu'ils utilisent leurs vêtements. On n'avait pas de thunes, donc en fait, tout le monde tourne avec ses propres vêtements, sauf Alex, dans le film. Donc on a essayé d'être hyper réglo, même si on pouvait pas être SAG. Et il y a quelques acteurs, qui étaient SAG, mais qui ont quand même fait le droit. Faut pas que ça se sache, mais c'est tout ce truc une fois que tu fais partie des unions, tu peux pas faire de projets qui ne sont pas union. Et Alex, à l'époque, n'était pas SAG, donc ça posait pas de problème.
Et non, après, on a quand même perdu un des comédiens une semaine avant. Enfin, il y a eu quand même des galères, tu vois, de gens qui nous ont plantés. Allez, vas-y, raconte-nous là. Je sens que cette Je l'avais prévu anecdote-là- cette question. Bah non, parce que vous vouliez des trucs, Ah la ouais. galère de faire un film. Pour On moi, en- c'est quand même on en assez veut. bisounours, là, tout ce que je vous raconte. Bah, c'est vrai que le personnage de Roger, qui est donc le patron du magasin de costumes, Ah oui. on avait casté quelqu'un d'autre, et en fait, le mec était un peu flicky. Et en fait, c'était là, non, mais ça va le faire. Et maintenant, j'ai appris, non, si un mec est flicky, il va aller jusqu'au bout. Il faut le dégager direct, en fait. Aux États-Unis, ils ont une expression qui dit hire slowly, fire quickly. Donc, en gros, si le mec, tu le sens pas, faut direct en parler, en fait. Et le gars nous a baladé, il voulait pas répéter avec la comédienne principale, après, il était pas dispo. Enfin, et moi, je me disais, non, mais ça va aller. Et en fait, une semaine avant le tournage, il nous a plantés. Même pas à 5 jours. Donc, il a fallu... En plus, c'était un week-end de jours fériés. Donc, on a rappelé tous nos seconds choix, mais personne répondait. Et qu'on a fini avec Joe, qui vit en fait dans la montagne et qui n'a pas le Wi-Fi et qui n'a pas d'imprimante. Et donc, il m'a dit, bah ouais, pas de souci, je serai là lundi. Et en fait, il est arrivé lundi en n'ayant pas appris son texte, en n'ayant même pas lu son texte, d'ailleurs. Et en fait, c'était des plans séquences de 15 minutes. Et il a bugué, le gars. Et le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a perdu ses clés de voiture dans le décor. On tournait quand même dans un costume store qui est blindé de costumes du sol au plafond. Et donc, c'était un peu compliqué de travailler avec Joe. Il est très gentil, hein, mais c'était très, très, très... En Oui, plus, il apporte quelque chose d'exotique. Enfin, je sais pas comment, je sais pas quelles sont ses racines, mais il est Native American. Ouais, il voilà, a du sang indien. Ouais. Voilà, ça sent un peu qu'il est indien. Enfin, je veux dire, Ah ouais, ça, non, ça ramène un c'était- petit quelque chose. En plus, il a une manière de parler. Puis on avait tous des masques, donc ils comprenaient pas ce que je disais avec mon accent, bref. Donc ça, c'était un peu sport, c'était un peu stressant parce que quand tu perds un comédien, enfin, ça met quand même vachement le projet en péril. Mais voilà, on rebondit et je pense qu'il faut toujours. En fait, pour ce rôle-là, j'avoue que à la base, je voulais quelqu'un d'autre. Enfin, il faut vraiment suivre son instinct. On le dira jamais assez. Voilà. Et justement, tu parlais justement qu'il y avait des répétitions. Tu as pu en faire beaucoup avec ou au moins le fameux table reading Ouais, que vous l'avez fait à distance. On a fait une table reading en Zoom. Par Ouais. contre, je voulais que tous les acteurs se rencontrent. Donc, on se retrouvait dans des parcs, on se retrouvait à l'extérieur avec des masques et tout. Je voulais que tous les binômes, en fait, Cherry et sa meilleure amie, Cherry et son copain, pas du tout ensemble. Je les ai envoyés faire du roller à Santa Monica. Je voulais vraiment qu'ils passent même du temps, pas forcément à répéter, mais juste pour apprendre à se connaître. Mhm. Donc ça, on a pu quand même faire un peu toutes les étapes, de même les tests make-up, les essais costumes. Mais à chaque fois, c'était sur des terrasses. Enfin, c'était un peu bidouillé à cause du Covid. Et globalement, non, ça c'est Alex, Trévier, qui est une meuf adorable. Enfin, c'était un bonheur de travailler avec elle et elle apporte une énergie. La nana toujours partante, à l'américaine en fait, mais c'est parce qu'elle est très Cherry en fait. Elle a cette petite étincelle que je cherchais, sachant que donc comme on était en plein Covid, elle était à Atlanta. La plupart des gens étaient partis de LA, ils étaient tous repartis dans leur hometown. Elle, je pouvais pas la rencontrer en fait, mais il y avait un truc qu'elle dégageait. J'avais l'impression de voir mon personnage et j'avais vu tellement de gens que quand je l'ai vue, en fait, je l'ai su. Je me dis, je crois que j'ai trouvé en fait, c'est elle Cherry. Elle avait ce truc, elle apportait de fraîcheur, un peu fucked up, mais en même temps hyper attachante. Et c'était un bonheur de travailler avec elle du début à la fin. D'ailleurs, excuse-moi, tu l'as choisi comment? On te l'a recommandé ou Alors, tu c'est la directrice de casting qui avait reposté il y a plusieurs sites, il y a Backstage et Casting Network, qui sont deux websites où du coup il y a des annonces de casting et il y a les profils des comédiens. Donc non, on l'a trouvé comme ça. Les managers en fait envoient les profils. Donc on l'a pas trouvé dans la rue. On l'a vraiment trouvé grâce à son manager et à ses sites internet. J'en profite, je crois que dans les péripéties que tu as eues, il y en a encore une là qu'on n'a pas évoquée, mais je crois que vous avez eu des feux de forêt. Ouais, c'est vrai qu'un tournage c'est toujours une aventure un peu folle. Donc là d'ailleurs c'est marrant parce qu'en ce moment il y a aussi des feux, mais en 2020 il y avait pas mal de feux dans la région de Los Angeles, et c'est vrai que notre première journée c'était au magasin de costumes qui est un peu en direction de Pasadena, et en fait je roule et je commence à avoir vachement de fumée, c'est bizarre et tout, il y a des nuages, et en fait non, il y avait un énorme feu qui s'était déclaré dans la nuit en fait dans les collines. Donc nous en fait du set on voyait de la rue, en fait on voyait le feu et on se dit mais merde et tout, enfin déjà, c'est chiant parce que c'était quand même la séquence d'ouverture et de fermeture. Et moi, mon rêve, c'était que Cherry marche avec ses ballons dans les rues de LA avec le ciel bleu et les palmiers. Bon, clairement, on ne voyait pas le bout de la rue. On a l'impression d'être dans Blade Runner.
Alors, ça faisait un très joli tapis. Ça aurait donné jaune. une autre couleur, à une autre tonalité à cette fin. Ah bah ça a donné une autre couleur à cette fin. Mais surtout, on avait peur qu'on se fasse évacuer parce qu'il y avait des ordres d'évacuation des pompiers. Donc en fait, on a décidé de quand même tourner. On s'est dit tant pis, tant qu'ils nous évacuent pas, on tourne. Mais c'était compliqué parce que du coup, il y avait vraiment une odeur de feu de cheminée en fait dehors. Et voilà, on devait être tous parqués dans le magasin parce qu'à la base, avec le Covid, il fallait qu'on soit tous dehors, garder nos distances. Donc là, ça a un peu forcé les choses. Et finalement, le feu s'est arrêté. L'ordre d'évacuation s'est arrêté à 2 blocs de là où on était. Parce que sinon, en fait, il y avait aussi le problème de pas être remboursé. Enfin, là, on n'était pas couvert, en fait. On avait une assurance, mais qui couvrait pas ce genre de situation, sauf si le décor brûlait. Donc, il fallait attendre que le décor brûle pour pouvoir être remboursé. Donc, Et sans parler peut-être des sirènes et tout ça, aux compagnies. Au niveau du son, ça a peut-être dû poser problème aussi. Ouais, on avait des travaux, il y avait un peu les pompiers, mais on passait entre les gouttes. Et ça, le feu, c'est arrivé d'ailleurs dès le premier jour de tournage ou Ouais, on a commencé par on a fait 4 jours dans le magasin de costumes, donc à côté de ce fameux feu de forêt. Et après, on a tourné la scène chez le docteur, qui n'était pas très loin, mais bon, comme ça, c'était en intérieur, il y avait moins de problèmes avec la fumée. Et la scène, en fait, avec la meilleure copine, en fait, on voit d'ailleurs ce fameux feu. En fait, si on regarde dans le ciel, dans le fond, il y a un gros nuage. Et c'est la fin de ce feu, en fait. On a tourné ce truc-là une semaine après. C'est vrai qu'un feu de forêt, c'est pas très courant. Après là, peut-être que ça va le devenir de plus en plus, je sais pas. Mais on s'était pas préparé à ça. Ma productrice, qui était un peu stressée, elle avait peur qu'on attrape tous un cancer du poumon. Alors, je pense pas qu'on puisse attraper un cancer du poumon en 24 heures, mais voilà, elle s'inquiétait. Et non, le vrai problème, c'était la perte de la lumière, parce qu'on tournait donc en lumière naturelle. Et en fait, avec un épais nuage de fumée, en fait, on a perdu 1 heure de tournage sur la journée. Ce qui est beaucoup, en fait, quand t'as que... Et t'as fait des concessions, d'ailleurs, en parlant de ça, dans ton découpage ou dans ce que t'avais prévu de filmer? Par rapport au feu? Non, par rapport aux galères générales. D'ailleurs, peut-être, c'est peut-être bien peut-être de revenir un petit peu en arrière en disant que peut-être, est-ce que tu avais prévu donc de faire tout le film en plan séquence comme ça? Et donc, du coup, de cette contrainte-là, finalement, c'était peut-être l'idéal. Peut-être, je sais pas. Ouais, comme on n'avait pas d'argent et que de toute façon, il y avait cette idée d'être avec Cherry du début à la fin, d'être au plus près d'elle. Il y avait mon envie, parce que je suis un peu obsédée avec les plans séquences, là. Donc, il y avait cette envie, de toute façon, de faire des plans séquences, parce que pourquoi pas le truc plus simple. Hein. Et puis, tout le monde était embarqué. Hein. Le chef-op, il trouvait ça super cool comme défi technique et tout. Et c'est vrai que au final, ce qui était le plus dur, c'est de se rendre compte que ces plans séquences ne marchaient pas. Enfin, arrivé au montage, c'était trop long. Le film faisait 2h30, enfin, ça manquait de rythme. Et c'est vrai qu'au tournage, on le sentait, mais en fait, dans le feu du truc, tu te rends pas forcément toujours compte. Et au final, je crois que on n'aurait pas pu faire ce film sans ces plans séquences, parce qu'on n'aurait jamais pu tourner en 13 jours. Et on garde quand même ce sentiment d'être avec elle, de la suivre, de pas la lâcher. Donc même si on a coupé des moments qui étaient un peu plus mous, des moments de narration qui servaient pas forcément trop, qui faisaient pas forcément trop avancer l'histoire, je crois que l'esprit plan séquence, il est resté. Alors, attends, là, tu disais que la version initiale était de 2 heures, c'est ça? 2 heures. 2 heures. Ouais, je crois que... Parce que là, vous avez sabré. On a sabré, même, ouais. Parce que pour arriver à 1h15, je crois, à peu près, 1h10, je veux dire... on a cette des moments de blabla où en fait on est là, en fait c'est ce qu'on a vraiment besoin de ce truc là, et c'est vrai que c'est un exercice intéressant de montage, parce que tu dis ok, pourquoi on coupe, pourquoi on passe d'un plan à un autre, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça a été c'est un format un peu on est en dessous du standard, je sais pas, 1h15, tu t'es dit à un moment donné tiens 1h15 c'est peut-être tu t'es posé des questions sur cette durée. Alors, ou est-ce qu'on te l'a dit comme je suis en train de te le dire en ce moment? Bah, moi, mon grand truc, c'est mes courts-métrages n'ont pas été financés par le CNC, c'est pas des vrais films. Mon film ne fait pas 1h30, ce n'est pas un vrai film. Je pense qu'il faut se libérer de toutes ces peurs à la con, là. Oui, à 1h15, c'est vrai que je me dis toujours, c'est un peu court. Mais en fait, j'ai une monteuse formidable qui s'appelle Camille Delprat, qui a su me dire, tu sais quoi? Non, mais vaut mieux que ça soit enfin, vaut mieux que les gens en aient envie un peu plus, plutôt. Je pense qu'il n'y avait pas forcément plus la matière. On a gardé que ce qui était vraiment essentiel. Et c'est OK qu'un film fasse 1h15. Tu vois. Ouais. Et je me dis aussi. T'as fait ce deuil peut-être au départ, tu t'avais peut-être pas cette réflexion. Non, mais 2h30, ça aurait été insupportable. C'est possible. Mais c'est vrai qu'on a dans ce truc-là, un film, c'est censé faire 1h30, un scénario, c'est ça, censé faire 100 pages. Mais il y avait peut-être pas forcément beaucoup plus. En fait, dans Cherry, ça se passe pas non plus tant de choses que ça. Et l'essentiel est là, donc c'est important.
Enfin, tant que ça reste intéressant, c'est-à-dire que oui, s'il avait duré 2 heures, mais qu'il lui arrivait moult péripéties et que ça devait avancer quand même le récit. Je pense qu'il aurait fallu qu'on tourne une autre séquence et j'ai là, mais je crois que j'ai tout dit. En fait, je vois pas trop ce qui peut lui arriver d'autre. On a fait une journée de reshoot 4 mois plus tard, parce que en fait tout ce truc de LA, moi je voulais qu'elle fasse du roller, en fait on l'avait quand même pas tant que ça, et mon envie initiale c'était je veux faire une love letter to Los Angeles. J'étais en fait on voit pas trop LA, donc en fait j'ai rappelé la comédienne, j'ai appelé un chef op, attends je sais plus parler, un pote chef op, et on a été tourner des plans de Alex qui fait du roller, donc on a rajouté ces petits moments de transition qui font des petits moments de respiration et qui montent la ville et qui apportent en fait énormément. Donc ça remplumé en fait le film, mais toujours avec la même caméra d'ailleurs. Ouais, on a repris la même configuration, mais c'est pas le même chef op. Parce que il était déjà reparti sur le projet. Damien était rentré en France à cause du Covid, il n'y avait plus de travail. Une autre anecdote, catastrophe un peu. Dans les trucs galères, on a la grand-mère qui a failli mourir en plein plan séquence parce qu'à un moment elle mange des framboises et à un moment je la vois qui commence à s'étouffer. Et elle est super cette comédienne et elle essaie de faire en sorte que ça va, tu vois. Mais en fait on commence à voir qui commence à... Et là je me dis non, elle va mourir là en fait. Et donc on a coupé. Et elle a pu boire un verre d'eau. Elle n'est pas morte. Mais dans cette maison, je sais pas pourquoi, on était envahis par les mouches à merde. Il y avait des mouches partout. Je pense qu'il y avait un macabé planqué quelque part. Donc ça, c'était un peu galère. Et il y avait aussi le chien, la propriétaire, qui se baladait pendant les scènes. Parce qu'en fait, on avait trouvé une maison qui était pas très chère, mais donc la nana voulait être présente, mais donc il y avait son chien. Bref. Et tu peux, enfin, c'est pas que tu peux rien dire, mais... Ouais, c'est bon. T'es là, bon, meuf, on fait des plans séquences. On peut pas avoir ton chien qui traverse le plan en plein milieu. Non, qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a quand même failli y avoir un accident avec la fameuse voiture, la fameuse Beatles, tu sais, oui, tout à fait. Très belle voiture. Sur la première prise, où à un moment, le père redémarre le moteur, il est en train de réparer, machin. Je ne sais pas pourquoi, la voiture était parquée en marche arrière. Et là, la voiture est partie vers le boulevard en marche arrière avec la comédienne dedans. Enfin, vraiment, j'ai cru qu'on allait perdre et la comédienne et la voiture, que ça allait être horrible. Finalement, l'assistante caméra qui est cachée, en fait, derrière la banquette, elle a eu le réflexe, c'est une nana qui faisait des cascades, en fait. Elle est doubleuse cascade. Elle a eu le réflexe de se jeter sur le ignition, enfin, de d'éteindre, en fait, le moteur. Donc, à chaque fois qu'on disait action, à chaque fois que le moment, il allait tourner le truc, j'avais mon cœur qui s'arrêtait en mode putain, pourvu que la voiture part pas en marche arrière. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre C'est pas mal. Alex qui savait quand même pas si bien faire du roller que ça. Bon, elle a géré, mais il y a des scènes quand même où je suis là. Mais enfin, on tournait dans les rues de LA sur ces fameux reshoots. On n'avait pas bloqué les rues, donc c'est vrai que des fois elle est en pente et là est-ce qu'elle va s'arrêter ou est-ce qu'elle va juste finir en total roue libre dans un poteau. Donc elle est cool, hein. Elle a pas peur. Ça passe crème, hein, ça va. Ouais. Bon, là, on la voit pas faire des saltoiries, hein, mais je veux dire, ce qu'on voit, c'est déjà pas mal. Après, il y a pas mal de gens qui sont bloqués le dos sur ce film, je ne sais pas pourquoi. Premier jeu de tournage, premier assistant réel se bloque le dos, donc fait tout le tournage en fait putain. allongé, donc j'avais pas de premier assistant. Après ça va parce que j'ai fait de la prod, donc je sais un peu faire avancer les choses, mais pareil, le roller rink, on a été tourné comment ça s'appelle, à Ventura, parce que tout était fermé à cause du Covid, mais on a réussi à avoir le roller rink super cool. Le mec nous a filé les clés, nous a dit bon bah kiffé, je reviens dans 3 jours. Waouh. Et donc ça c'était cool. C'est un cadeau. Ça. Ouais, ça c'est vraiment chouette. À part que les gens du coup, mon équipe n'a pas pu s'empêcher de faire du roller. Et j'ai ma chef d'éco qui s'est éclatée par terre, donc pareil, plus de chef d'éco. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont bloqués le dos. Il y a une petite thématique comme ça. Et non, on n'a pas eu genre la police qui arrive ou ce genre de truc. Pas eu de trop gros problèmes. Mais bon, il y a toujours ce pas truc de conflit. Bon, je veux dire, t'as peut-être pas le temps en 13 jours, mais on sait jamais. Pas de on conflit. a quand même viré l'ingé son. Hein. Oui, c'est vrai. Quand le mec se barre au bout du premier jour du tournage, il ne vient même pas dire au revoir, même pas dire comment ça s'est passé. Là, ça, en fait, il en a un peu rien à foutre. Non, il avait fait des trucs pas très clairs, en fait. Est-ce que c'est parce que votre projet n'était pas SAG qu'en fait, les gens pouvaient se permettre un peu tout et n'importe quoi? Ouais, parce que quand t'as cette espèce de label, Enfin, on surveille peut-être un peu plus aussi comment se passe le tournage ou le comportement des gens. Est-ce qu'il y a un peu ce truc-là de flicage? Ouais, c'est sûr quand tu payes pas très bien les gens, c'est pas ça, et que tu peux pas leur demander la lune. Après, c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important, c'est juste la motivation des gens. S'ils le font pour l'argent, faut pas les prendre. Enfin, bien sûr que tout travail mérite salaire, il faut payer les gens, mais la priorité, c'est vraiment la motivation de faire partir d'un projet. Et d'ailleurs, tous les gens qui étaient motivés parce que c'était tous leur premier long à des postes auxquels ils n'avaient pas forcément encore accédé, eux, ils étaient géniaux parce qu'ils étaient trop contents d'être là, ils étaient trop contents de faire leurs preuves. Mais ouais, l'ingé son, on a dû le virer. Le choix du format,
Je sais pas si c'est du 1,85 ou si c'est du C'est 2. du 2. C'est du 2. Alors c'est bizarre parce que moi, voilà. mon chef-op adore le 2,85. Le 2,35. 1,85 ou le 2... Non, pardon, le 2,35. Le 2, Damien est 2,39. Ouais. Le 35. Il adore horizontal. Mais Cherry, c'est Vas-y. comme le portrait d'une jeune fille. Ouais. Bon, c'est pas, on n'est pas dans, voilà, ça s'y prêtait pas trop. Et avec Lionel Cobb, qui est l'étalonneur, qui est un mec formidable, qui a énormément apporté sur l'image en fait de Cherry, qui a fait un travail vraiment magnifique. Lui, le 2,35, il était là, bof. Et en fait, finalement, on s'est mis d'accord sur un format de 2, qui est un format ni vraiment trop carré, ni vraiment, voilà. Ouais. C'est un format chelou, 2. Entre deux. Moyen C'est un âge. format aussi qui a été adapté sur certaines séries Netflix Ah ouais? aussi. Ah, je savais pas. Je sais plus si House of Cards à un moment donné avait eu ce format-là, mais il y a eu quelques séries qui ont eu ce format-là parce que justement c'était un peu un entre-deux. Un peu moins écrasé que le... C'est pas du 4 tiers vraiment et c'est pas du scope et c'est presque ça. Enfin voilà, on est un espèce à... Dernière un anecdote carrefour. si sur... En fait, vraiment pour moi, ça a été le début du tournage. J'ai cru que... En fait, vraiment au bout du 2e jour, j'étais en fait, ça va être horrible. Enfin, le film il va être foutu en fait, c'est pas possible. Entre les feux, le comédien qui connaissait pas son texte, et en fait on a eu aussi le studio teacher parce il y avait une journée où on tournait avec un enfant. Donc on avait en fait on a tout tourné en plan séquence. On avait une journée de répétition où on morcelait le plan séquence, on le répétait et le 2e jour on tournait. Donc autant de prises possible. Et en fait, un studio teacher, c'est quelqu'un qui est obligatoire sur un plateau, que tu sois SAG ou tu sois pas un SAG. Hein. Tu peux pas tourner avec un enfant s'il n'y a pas un référent en fait. En gros, pendant que toi tu fais ta pause, lui il fait ses devoirs, ce qui est complètement chelou. Mais bon, il faut cette personne-là. Et en fait, comme on tournait en plus sur ces histoires de ponts, enfin il y avait des holidays, le mec n'est pas venu. En fait, le premier jour du tournage, on est avec la maman, le petit, et pas de studio teacher. Le mec ne vient pas. Donc en fait, en théorie, on peut pas travailler. Donc là, je dis, bon, c'est pas bien, mais... Donc j'ai demandé à la maman, en fait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on répète quand même? Donc elle me dit, mais bien sûr, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc bon, on a répété avec le gosse, mais le lendemain, il fallait que je fasse comme si on n'avait pas travaillé avec le gosse. Ouais. Donc je devais prétendre que le petit ne savait rien et que je devais tout lui réexpliquer. Donc ça, c'était un peu désagréable. Et le studio teacher était très freaky. J'ai jamais vu un mec aussi creepy de ma vie. Donc autant dire que j'étais content quand ils partent. Mais c'est vrai que c'était un peu relou, quoi. Donc du coup, toi, t'arrives rincé, j'imagine, au bout des 13 jours. Rincé, Ouais, genre ça va. fatigué. Non, ça va? Non, Tranquille, ça va. fraîche. Comme si... Ouais. Non, mais parce qu'en fait, on avait comme le si luxe. c'était rien passé. Bah, On n'avait pas de T'as thune, passé, on avait le luxe du peu de temps, mais du temps quand même, parce qu'en fait, on faisait 2 jours de tournage, ou 4 jours de tournage, 1 jour de pause, parce qu'il fallait qu'on se fasse tester. Donc on n'avait pas le choix, il fallait quand même avoir des jours de pause. Donc en fait, on avait beaucoup de jours de pause. Donc on faisait 4 ou 3 jours de tournage, 1 jour de repos. Et en fait, ça a vachement morcelé le truc, et on n'est pas du tout arrivé sur les rotules. D'accord. Et 13 jours, c'est trop court pour être fatigué, en fait. T'es à fond. Et en fait, à la fin, moi, j'étais au taquet, et d'ailleurs, j'ai enchaîné le montage. Et là, Direct. je me suis rendu compte que Ouais. ça marchait pas. D'ailleurs, pendant le tournage, pendant ces jours de relâche, tu montais déjà un petit peu ou Pas du tout. Alors, c'est bizarre, moi, j'aime pas trop. En fait, j'ai trop peur de me dire c'est nul, en fait. Alors, je regarde pas Ouais. trop. Je fais un peu l'autruche. Je préfère rester concentrée. Non, il y avait aussi le truc qui nous manquait des décors. Le fameux parking, là, pourri, là. Jusqu'au dernier moment, le mec, il nous faisait chier, il voulait pas nous filer son parking pourri. C'est le décor qui a coûté le plus d'argent. Je crois que ce Ah ouais. truc nous a coûté 4000 boules. Hein. Celui où Cherry parle Ce avec son vieux père. truc, ouais. Alors que le Je roller pensais rink... que tu l'avais eu gratuitement. Non, Bah bah, oui, oui. non. La boutique, non, la maison de... Enfin, on a eu des décors gratos. Ce truc nous a coûté énormément d'argent. Mais c'est vrai que je voulais ce truc-là avec le pont, avec le downtown. Enfin, c'était un décor que je trouvais cool avec les couleurs. Et voilà, on n'en avait pas forcément trop d'options. Et ce truc-là, jusqu'au dernier moment, le mec nous a baladé. On a fini par l'avoir. Mais en fait, sur le jour off, c'est jamais off. Tu prépares tes scènes, Ouais, tu gères on en parle le lendemain. les galères, le roller ring, donc le truc où ils font du roller. Pareil, on l'avait pas jusqu'à la veille, en fait. Ah ouais. Donc c'était un peu tendax. Donc, tu as attendu la fin du tournage pour attaquer le montage. Et donc là, on y vient. Donc là, c'est toi qui montes. T'as pas de monteur. Hein. Je me suis dit, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, c'est un film en plan séquence. Moi, je fais du montage, je vais faire quoi? Je vais regarder mes prises, je vais choisir la meilleure, je vais mettre tout ça bout à bout, et voilà, c'est monté. Et en fait, j'ai fait ça, et j'étais là, ok, c'est trop long, ça marche pas, c'est nul. Bon, allez, vas-y, on rabote et tout. Et en fait, j'ai passé 3 mois à me rendre compte que mon idée ne fonctionnait pas. Et c'est bien d'ailleurs que je m'en sois rendu compte moi-même. Ouais. Parce que j'ai pu accepter, et j'en ai discuté avec ma productrice et avec mon chef-op quand même que j'avais embarqué dans ce truc parce que c'était en plan séquence. Et ils ont tous dit, mais t'inquiète, mais coupe, en fait, essaye. Ça coûte rien d'essayer. Et en fait, on a tous été d'accord qu'il fallait voir ce que ça donnait. Et à partir du moment où on a coupé, voilà, ça a résolu pas mal de problèmes et aucun regret.
Mais c'est vrai que de devoir abandonner ce genre... Donc c'est toi qui as monté, hein. D'accord. Non. Bah, les 3 mois, le premier bout à bout, quoi. J'ai fait le premier bout à bout. Après, j'ai commencé à monter et après, je l'ai confié à quelqu'un. Je voulais pas... Enfin, le montage, c'est quelque chose c'est comme l'écriture. T'as besoin de ping-pong, t'as besoin de prendre du recul et il y a peut-être des réals qui font ça, qui montent leur propre truc. Moi, je trouve ça bien, en fait, de laisser quelqu'un... le faire. Donc, c'est Camille Delprat qui a fait le dernier cut, en fait, qui a repris une sorte de montage que j'avais fait. Enfin, je crois qu'elle a repris depuis le début, mais moi, j'avais fait des propositions, en fait. En fait, j'adore avoir les mains dans le cambouis. C'est vraiment important pour moi de pouvoir travailler, chercher, et des trucs que moi, j'ai trouvé. Enfin, c'est son travail à elle, mais c'est vrai qu'elle me laissait la liberté le week-end, de moi-même m'amuser, trouver des trucs, chercher des plans, et ça, c'est trop cool, quoi. Et donc, Camille a amené quoi, alors, on va dire que tu n'avais pas vu ou que tu n'avais pas réussi à trouver? Ben, vraiment la narration, la fluidité de comment tu racontes cette histoire, qu'est-ce que tu enlèves, qu'est-ce que tu sacrifies, qu'est-ce que tu gardes. Elle m'a apporté vraiment cette épaule, en fait, pour à la fois me rassurer et à la fois me convaincre que non, et ça, il fallait lâcher l'affaire, il fallait laisser let it go. Donc c'était vraiment une chouette collaboration. Elle m'a aussi accepté, enfin, elle m'a montré que le film il était 1h15 et que c'était très bien comme ça. Ouais. Et derrière on a été à Tribeca et tout, donc je pense qu'on a fait les bons choix. Combien de temps vous avez passé avec Camille ensuite? C'était rapide parce que du coup, pareil, on n'avait pas énormément de budget. En fait, le budget a doublé, donc avec la post-prod, on avait à peu près le même montant pour toute la post-prod, son, image. On avait, je crois, 2 semaines. Mais après, on a rajouté des jours, très gentiment d'ailleurs. Mais comme il y avait cette espèce de pré-montage, je pense que ça nous a peut-être un peu fait gagner du temps. Je suis pas sûre. Mais c'était quand même assez rapide. Enfin, ça me semble rapide. Enfin, je sais pas. Normalement, les montages, ça dépend. C'est méga rapide. C'est assez rapide. Ouais. Mais comme c'est des plans séquences, c'est peut-être pour ça aussi que ça explique aussi peut-être. Et on a quand même eu le luxe, je me souviens, à un moment, on a laissé une petite semaine, puis je crois qu'à un moment, on a réussi à avoir un petit moment de pause. On a laissé le truc reposer, c'est hyper crucial. Et pareil, on faisait des projections avec des potes. Enfin, pareil, pour moi, faut montrer son travail, quoi. Ça peut pas être un truc sacré. Enfin, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est tellement enrichissant, en fait, quand les gens ils disent, ouais, ça c'est cool, mais ça par contre, j'avais pas compris, quoi. Et donc, vous êtes repris à 2 fois pour le montage-mixage Ouais, je l'ai pas lâché, le pauvre Benjamin, là. On a de la chance, on a fait quand même du bruitage. Enfin, c'était une vraie post-prod son, digne, tu vois, d'un film on avait quand même très peu d'argent. Mais c'est juste, moi, je trouvais qu'il y avait encore des trucs qui allaient pas. Il y avait Et donc, en fait, quand on a eu la chance d'être sectionné à Tribeca, je me dis, OK, en fait, le film, il peut aller encore plus loin. Enfin, en fait, moi, je m'attendais pas. Je me dis, je vais faire mon film, au moins, j'aurais fait mon premier long, je peux mourir, quoi. Et en fait, tu l'envoies quand même à Cannes, tu l'envoies à Berlin, machin. Et en fait, on est sectionné à Tribeca, je dis, bon, cool. Et puis, tu dis, si on est sectionné à Tribeca, on peut peut-être trouver un distributeur. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, tu te permets de rêver un peu plus. Et je lui dis, dans ces cas-là, il faut réinjecter un peu et réouvrir la session. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Benjamin. On a réouvert pour la 9e fois tout le truc pour que le son. Et du coup, après, le film, on l'a vendu à Stars, qui est une plateforme de streaming américaine. Il est sorti sur toutes les plateformes, Amazon, Apple. On l'a aussi sorti sur Filmo Télé. Donc, je pense que c'était un bon investissement. Mais quelle perte de temps et d'énergie. Vraiment, le son, quoi. Le son. C'est trop crucial. Ouais, donc du coup, tu as dit que tu as fait ta première à Tribeca, donc un festival que je ne connais malheureusement pas assez bien. Mais du coup, c'est quoi? C'est des films indés qu'on trouve là-bas un peu c'est un peu la typologie de film, c'est ça? Ouais, alors, le festival de Tribeca, c'est un festival qui a été créé par Robert De Niro, dans le quartier de Tribeca, donc c'est à New York. C'était initialement pour relancer après le 11 septembre, comme le quartier a été un peu... pas dévasté, mais les gens n'allaient plus dans ces quartiers-là. Il a créé ce festival pour ramener en fait des gens et de l'activité. Et du coup, c'est un festival assez important qui aux États-Unis, qui représente quand même beaucoup de films américains et indépendants. Alors c'est pas Sundance, mais c'est une alternative, on va dire. Ouais, c'est une bonne alternative à Sundance. C'est gros, c'est réparti sur tout New York, donc il y a maintenant même ils intègrent la VR, la podcast. Enfin, c'est comme Sundance en fait. Ça s'élargit de plus en plus. Et du coup, nous, on a eu la chance de présenter Cherry en juin 2022. Ouais, c'était en juin. Et on a eu la chance de repartir avec le prix du public dans notre catégorie. Voilà. Okay, cool. Donc ça, c'est Cherry on Tap.
Comment s'est passée la projo justement avec le public? Les premières réactions. Ouais, les premières réactions. Bon, C'est vrai, quand positives. tu présentes ton film, il y a toujours un petit truc, tu sais, quand tu commences ton parcours en festival, tu dis, ok, est-ce qu'on va me jeter des tomates? Enfin, est-ce que les gens ils vont être réceptifs et tout? Mais en fait, je me dis, de toute façon, c'est trop tard, le film, il est là. Ouais, non, les réactions étaient effectivement positives. En fait, c'est plus dans d'autres festivals, j'ai été plus surpris. Par exemple, en Pologne, je trouve que les gens étaient vachement plus émus, par exemple, qu'à New York. Ah oui. À Tribeca, en fait, tu vois, il y a un truc, il y a plein de films en même temps, alors qu'en Pologne, alors peut-être parce que, je sais pas, j'ai fait des rencontres plus fortes dans des festivals plus petits. Dans les gros festivals, c'est cool, t'as le côté un peu waouh, mais Le festival de Varsovie, il est petit. non, il est pas petit. Les catégories, il y a une bonne catégorie aussi, mais je sais pas, la rencontre avec le public était plus facile. Je trouvais qu'il y avait un truc plus chaleureux, mais c'est un peu bizarre ce truc. Moi, en fait, je crois que je m'en fiche si les gens l'aiment ou pas le film. En fait, parce que je peux pas contrôler ce truc-là. S'ils l'aiment, tant mieux, mais s'ils l'aiment pas, Tant pis. désolé. Tu vois, c'est Et justement, le fait que le film des frères Russo était sorti peut-être 1 an ou 2 avant, Ouais, 2 ans. est-ce que ça avait créé une sorte de confusion aussi, peut-être, pour les plateformes ou pas Ah, du mais tout, ça m'avait trop fait chier. Je me dis, mais pourquoi tu prends mon titre, mon gars? En plus, leur film, enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film Ça a qui rien à parle voir, de PTSD, enfin, tu sais, le post-traumatic syndrome d'un mec qui revient de la guerre, ça Ouais. parle d'addiction, enfin, c'est Ouais. hyper, c'est dur, quoi. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ce film s'appelle Cherry. Mais vous avez pas pu trouver un autre nom et me laisser mon titre? Parce que pour moi, c'est le nom du personnage. Je voulais pas le changer. Donc, je dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas faire, y a pas une sorte de compétition. Enfin, moi, je l'ai fait avec, tu vois, avec que dalle. Eux, ils ont, je sais pas combien de millions de budget. Donc, enfin, tu peux pas, de toute façon, être en concurrence et tout. Mais, j'avais été le voir, en fait, à un drive-in, d'ailleurs. Pour juste savoir quand même de quoi parler ce film-là et que s'il fallait vraiment que je change le nom. Et puis, je me dis, en fait, ça a tellement rien à voir. Ouais, oui. Et puis dans Et 2 ça ans, il y en a aura tellement pas le même 40 des budget. Cherry. Donc, mais par contre, peut-être un titre avec 2 mots, c'est bien. La prochaine fois, j'évite les trucs. Enfin, tu me diras, j'ai ça, mais c'est pas du tout ça. En fait. Le film n'est pas sorti en salle, on est d'accord? Alors, le film est sorti en salle aux États-Unis. Ah oui. Ouais, dans Ouais. quelques salles aux States et à New York et à LA, parce que ça, c'est un peu les obligations qu'on a, en fait, quand tu sors. D'accord. Faut être sur les markets. Ouais. Et en France, non, j'aurais aimé qu'ils sortent en salle, mais c'était trop compliqué parce qu'on pouvait pas avoir l'agrément, parce que le film n'est pas français. Pourtant, j'ai eu le CNC au téléphone et j'ai dit, mais si, regardez, moi je suis française, le chef-op est français, on a fait toute la post-prod en France. Non, il n'est pas français. Donc, parce qu'on n'a pas les nombres de points ou je sais pas quoi. Donc il est considéré comme étant film américain. c'est un film américain, ouais. 100%. Et du coup, un distributeur n'aurait pas pu obtenir les aides automatiques pour les aider à distribuer. Ça coûte trop cher de sortir un film en salle. Même aux États-Unis, c'était vraiment une histoire de symboliquement le sortir. On a perdu de l'argent en le sortant en salle, mais c'était cool. Tu vois, pour le vendre à Star, c'était chouette de dire le film est sorti en salle. Par contre, ouais, il est sur Filmo Télé, qui est une chouette plateforme de streaming française qui nous a vachement bien défendu, qui a fait de la presse. Et c'était super chouette d'être entre leurs mains pour la sortie streaming française. D'accord. Et dans le monde, est-ce qu'il est sorti ailleurs ou pas? Est-ce qu'en Angleterre, on avait proposé, par Ouais, exemple, je crois qu'il est en Allemagne, je sais pas. Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Alors, je crois pas qu'il est sur le marché asiatique ni. Je crois qu'il arrive en South America, en Amérique du Sud. Mais du coup, là-bas, il faut le doubler en espagnol parce qu'ils font pas trop les sous-titres et tout. Mais je crois que maintenant, il est à peu près disponible partout. Tu sais quel sera le prochain. Enfin, tu sais certainement quel sera le prochain projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. En fait, j'ai 2 longs métrages que je prépare, un aux États-Unis et un en France. Alors, ils ont tous les deux un titre avec un seul mot, donc il va falloir que je trouve une solution. Le premier s'appelle Burlesque, et c'est l'histoire d'une mère juive orthodoxe qui découvre l'univers du burlesque. Donc, les feuillages, en fait, burlesque, à Los Angeles. Donc, c'est un film, pour le coup, toujours à LA, mais un peu moins carte postale. Ce sera un film, je pense, beaucoup d'intérieur, mais avec beaucoup de costumes et de paillettes. L'autre projet, il s'appelle Grizzly. Pareil, il va falloir que je change le nom. Je viens de le pitcher aux Arcs, parce que c'est un projet que je développe avec Arthur Cohen, qui est donc le co-scénariste de Cherry, qui avait également, et qui était un des producteurs sur Cherry, qui du coup produit ce deuxième long, premier long français, mais deuxième long. Et Grizzly, pour le coup, c'est un vrai film français. J'espère qu'on va avoir le CNC. Et c'est un film qui se passe dans les Alpes.
qui suit l'histoire de Véro, qui est une femme d'une 50aine d'années qui doit placer son papa en maison de retraite. Et en fait, son papa, Bernard, est un ancien alpiniste. Il n'a pas du tout envie de finir ses jours dans une maison de retraite. Et le jour où elle débarque pour l'accompagner, pour le placer, lui, en fait, n'est pas là. Il s'est barré pour faire sa dernière ascension. Et elle se retrouve à devoir le rattraper. Donc, c'est l'histoire de Véro qui va devoir rattraper son père, qui, elle, déteste la montagne, déteste la randonnée. Parce que c'est plutôt On va devoir sortir de sa zone de confort, voilà, se mettre en Véro danger. qui sort de sa zone de confort. Et voilà, l'histoire est vraiment se passe entièrement en montagne. Donc voilà, film plutôt comédie familiale française, Ah oui. Ouais. voilà, qui se tournerait. Enfin là, j'imagine un financement beaucoup plus classique. Attention, avec une région, une chaîne, le CNC. Enfin, tu vois, pas un truc à l'arrache. Ouais. Par contre, burlesque pour le coup. Je pense que j'ai envie de le faire et quoi qu'il. T'as- Faut que j'attende un peu. Ouais, on va juste attendre là que le monsieur voilà. Ouais, donc t'as des projets à court terme et des projets, on va dire, à long terme. Enfin, t'as un projet à court terme et un autre à long terme. C'est ça, si je comprends bien? Ouais, plus ou moins. En fait, là, en 2025, l'idée, c'est de finir les scénarios des deux. Enfin, j'ai déjà des V1 pour les deux. Donc, de continuer à réécrire, hein, tout en commençant à chercher les financements, avec un tournage, soit pour l'un, soit pour l'autre, parce que je pense pas que je vais pouvoir tourner les deux. Ouais, en 2026-2027. D'accord. Enfin, c'est court et long. Enfin, je pense que c'est réaliste. Je sais pas. Oui, mais il faut y croire, bien sûr. C'est plus du développement, quoi. C'est ça. Là, on est encore en Là, développement, ouais. Ok. Et à côté de ça, ouais, j'ai commencé à la réaliser sur de la série, sur la quotidienne. Voilà, pour TF1 et France 2. J'ai réalisé sur plusieurs sessions de Ici, Tout commence. Ouais. Pour TF1 Ouais. et Un si grand soleil. Ouais, j'ai la gourde, la meuf qui fait la pub. Vous pouvez pas le voir, mais. Donc là, t'es sur de la... Bah, en termes de rythme, du coup, tu dois être un peu habitué maintenant. C'est bon, ça doit être... parce que il doit y avoir un bon rythme. Là. Entre 10 et 15 minutes utiles par jour. Enfin, tu me diras, voilà, Cherry, c'était à peu près ça, parce qu'on on a tourné en 13 jours. Oui, non, là, c'est des bons rythmes, ouais. Ouais. Mais ce serait cool de faire un truc où j'ai du temps, quand même, à un moment. Ouais. Mais je sais pas, on verra. D'accord. Pour avoir du temps, il faut de l'argent. T'as une équipe technique aussi à... Oui, j'allais dire, t'es entouré, là. Aussi, là Sur les quotidiennes? Ouais. Ouais. Non, c'est hyper agréable parce que moi, j'ai fait Cherry avec un Canon et c'est tout, quoi. Et là, t'as 2 cams, des stats. Enfin, c'est hyper confortable d'avoir une vraie équipe, du vrai matos. C'est vrai qu'il y a peu de temps, mais c'est un peu fou, quoi. T'as une machine quand même qui est avec toi pour faire avancer la locomotive, si je peux filer la métaphore. Locomotive, elle avance même sans toi, tu vois. C'est à toi de secourir, d'accrocher. Non, c'est des super expériences, j'apprends énormément et je rencontre plein de futurs collaborateurs, enfin de techniciens. J'aime pas le mot technicien parce que je trouve que chacun, quand tu fais un film, apporte tellement artistiquement, en fait. Mais ouais, je rencontre plein de gens avec qui j'ai très très envie de retravailler sur des projets personnels. L'expérience de Cherry t'a permis d'atterrir sur cette série? Ouais. C'est ça. Okay. Cherry plus Rebecca égale. Oui, égale opportunité. Égale, voilà. De travail. Ouais. Remboursement de dettes éventuelles. Bon, bah c'est cool. Ta dernière claque, c'est quoi, cinématographique? C'est pas une claque, mais c'est un film, je m'attendais pas à ça, c'est À temps plein, que pourtant j'ai vu dans mon salon à LA. Film que je pensais pas aimer, c'est un peu la vie de ma sœur, tu vois, une meuf en banlieue avec ses gosses. Enfin, et en fait, le film, ne raconte pas, enfin, tu vois, c'est très simple, mais marche tellement bien. Et il y a un travail sur le son qui est ouf. Ah oui. Il y a un truc de sound design qui est vraiment chouette. C'est un film vraiment que j'ai trouvé. Pourtant, j'ai vu sur un petit écran, mais le film était vraiment cool. C'est pas vraiment une claque. On peut pas vraiment dire claque. Un coup de cœur. Attends. Moi, j'ai une idée de claque, mais alors du coup, c'est une vieille claque. Mais parce que j'avais jamais vu Fame. Ouais. J'ai vu Fame pour la première fois pour un projet et tout. Ouais. Et je me dis, il faut quand même que je regarde Fame. Et en fait, claque parce que putain, le film, a un peu vieilli, ça se passe dans les années 80, mais il y a une énergie. Mais en fait, je trouve ça trop cool. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire des films comme ça? Il y a ces scènes où ils se mettent tous à danser, ils sortent dans la rue, c'est complètement délire. Et je trouve que pour un film qui a 40 ans, il y a une espèce d'énergie, un désir de vivre, un désir de s'exprimer, de créer. Et je trouvais ça hyper rafraîchissant de voir tous ces personnages qui sont en plus, viennent tous de trucs un peu cassos. Il y a aussi tout le fait qu'on est en pleine période du sida. Et je trouve que le film, il a une espèce de force de vie, tout en parlant quand même du New York de l'époque où c'était quand même pas la teuf. Je crois qu'il y a un personnage, il est à moitié SD. Enfin, je trouve ça
hyper fort d'avoir fait un film tellement solaire et puissant, avec des personnages quand même qui ont tous quand même des grosses difficultés dans la vie, et des scènes de délire, de trucs qui partent en... Je sais pas si c'était chorégraphié, mais il y a des scènes vraiment mythiques qui n'ont pas pris une ride. Et franchement, grosse claque, 40 ans plus tard. Fame, à revoir ce soir. Un remake peut-être à faire. Mais il y en a il y a déjà déjà un qui a eu, été je fait, crois. mais qui est nul. Il y avait ouais. une série télé après le Oui, film. ouais, non, là, aussi, ils ont un peu exploité le filon. Non, Ah, ils ont déjà tiré sur mais la de corde. ce que tu me dis, est-ce que les films de Damien, certains films de Damien Chazelle, t'emballent pas, genre Ouais. La La Land ou Babylone. Ouais, alors, Babylone, pour il y a moi, la scène de fête au début. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a un truc, c'est avec l'image un peu dégueu du New York. Enfin, même visuellement, tout Ouais. est crade et en même temps, il y a Il y a une joie, il y a un énergie truc, de. Ouais, de Damien Chazelle, moi, mon film préféré, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait, mais pour moi, c'est First Man. Ah ouais. Grosse claque où tout le monde avait défoncé ce Qui est film. pas énormément cité. J'ai- ouais. Et j'y suis allée toute seule. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette salle en me disant, bon, au pire, je me barre si c'est nul. Et en fait, je pouvais plus parler après pendant 2 heures. Ça m'a bouleversée, ce Et film. c'est dur, hein, pourtant. Ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Voilà. Bon, First Man alors, donc on peut le citer. Ouais, Voilà. First Man. Ok. Bon, les dernières questions. On arrive au bout. Quelle est la qualité indispensable pour toi pour faire ce métier de réalisateur? Scénariste, producteur, bon. Là, t'as rajouté ça. Ouais, j'ai Pourquoi pas? rajouté parce que c'est quand t'es un peu la multicasquette. Mais... Ouais. J'hésite entre être riche et être fou, ou les deux. C'est pas vraiment des qualités, en fait. Bah, être pense riche, qu'il t'as prouvé que non, on n'était pas obligé d'être riche. Enfin, Oui, mais ça aide. Hein. Enfin, et en fait, si, je suis extrêmement riche. J'ai une chance extraordinaire d'être dans un pays où j'ai pu faire des études, où j'ai pu choisir le métier que je voulais faire, où je suis pas dans un pays en guerre. Enfin, en fait, on est extrêmement riche. C'est dingue, en fait, à quel point on est c'est bien de se le rappeler. on est riche. De temps en temps. C'est une question d'argent. C'est Mhm. être entouré par des gens qui nous aiment, qui nous encouragent, avoir de la chance sur notre chemin. Enfin, tu vois, les trucs qu'on vit, de pas avoir eu des problèmes. Enfin, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver. Non, je suis extrêmement riche. Mais ouais, fou. Je pense qu'il faut être un peu taré, en fait. Mais bien, mais gentil taré. Un obsessionnel sympa, quoi. Ouais. Ok, bon, bah ce sera le mot de la fin. Merci Sophie. Merci à vous deux. Allez, salut. Salut. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.